Jean-Loup Isambert, qui a écrit un livre qui s'appelle Le scandale Ivermectine. Et aujourd'hui, pour présenter cette émission, j'ai avec moi mon nouveau binôme, on peut dire ça, binôme, hein, qui s'appelle Maïté. Bonjour Maïté, je suis contente de te recevoir avec moi. Tu vas maintenant travailler avec moi dans ce studio Agora TV. Exactement. On va te faire des misères, hein. Oh, ça va, j'ai pas peur. T'es sûr? Ouais, tu vas vite regretter, tu verras. On s'habitue à tout. Voilà. Et puis de l'autre côté de l'écran, un autre ami Jean-Loup. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Rafi, bonjour Maïté. Comment vas-tu? Enfin, tu, vous, nous, ça tu, il, comme tu veux. Toujours vivant. On avait dit vous. On avait dit vous. On se tutoie, on se voit, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un peu perdu. Oh, bah, comme vous voulez, pas de problème, on se tutoie, on se vous voit. L'essentiel, c'est d'avancer, de dire les choses comme elles sont. Agora TV est là pour ça, du reste. Hein. Voilà. Bon, on va pas se la faire, genre, même il y a le stream, on va être en famille, entre nous. Et puis d'ailleurs, les Agoraciens et les Agoraciennes, que je dis bonjour, bah, c'est notre membre de notre famille aussi, hein, évidemment. Et je pense qu'ils sont contents de nous retrouver. Actuellement, on commence à monter, on est 13. Et je suis content vraiment de retrouver Agora TV pour cette année 2022. D'ailleurs, je vous souhaite à vous tous, à toi Maïté, à toi Jean-Loup, une bonne année. Et à nos Agoraciens, une bonne année et une bonne santé, parce que je crois qu'on en a tous besoin. Ouais, une année de santé pour Agora TV, pour votre équipe, parce que vous faites un travail important du point de vue de la réinformation. Merci beaucoup. Sur l'actualité, ouais, sérieusement. Merci beaucoup. Ben, je crois que là, le travail qui a été bien fait, je crois que c'est ce livre qu'on va parler. Alors, moi, j'en ai parlé un petit peu avec toi ces jours-ci, et j'en ai parlé aussi avec toi, Jean-Loup. Il m'est venu à l'esprit de ne pas faire comme tout le monde, de dire ce qu'il y a dans ce livre, mais de donner l'envie à tout le monde de lire ce livre. Avoir envie, oui, l'envie d'avoir envie. Ça me rappelle une chanson, ça. Ouais, Johnny. Johnny Hallyday. L'envie d'avoir envie. Donc voilà, c'est un livre d'une grosse centaine de pages, 150, c'est ça? 117, non? C'est pas ça? Oui, oui. Mais sur le principe, n'importe comment, c'est bien de dire aux gens quand même, au bout de 2 ans, qu'il existe un médicament qui permet de soigner de la COVID-19. Qui fonctionne, qui est bon marché. Et que la plupart des gens ne le savent pas. Quoi. Tout à fait. Donc justement, c'est ce de quoi traite ce livre, donc sur l'ivermectine. Un traitement qui existe et qui existe depuis déjà très très longtemps. 1975. 75, oui. 75 pour les Français. Bah oui, hein, oui, c'est un médicament qui a été découvert par un grand biochimiste, un monsieur qui a aujourd'hui 86 ans et qui est très réputé au niveau international et dans son pays, au Japon. Le professeur Satoshi Omura, et il a travaillé avec un parasitologue irlandais, William Campbell, et ce sont eux qui ont découvert en 1975 la molécule qui est ivermectine, qui allait donner après le médicament ivermectine. Mais il faut savoir qu'entre la découverte et l'utilisation du médicament, il s'est écoulé du temps, puisque découverte en 1975, l'ivermectine a commencé à être utilisée sur l'homme en 1988. Et à l'époque, comme un médicament pour lutter antiparasitaire, notamment. Et c'est important de le savoir parce que vous verrez, on y reviendra dans l'émission, mais de dire que ce médicament a été utilisé principalement en Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, Asie, pour soigner un tas de maladies comme la gale, un ver aussi qui provoque une maladie qu'on appelle la cécité des rivières, qui rend aveugle et qui peut vivre jusqu'à 15 ans à l'intérieur du corps humain et que l'ivermectine a permis d'éradiquer. Alors, je ne veux pas tout raconter toute l'histoire d'ivermectine parce que les gens en prendront connaissance au travers du livre, mais c'est pour dire que ce médicament qui existait à l'état parasitaire a évolué au point qu'aujourd'hui, il y a 4 milliards de prescriptions qui ont été faites avec l'ivermectine, des centaines de millions de vies de personnes qui ont été sauvées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ivermectine, les chercheurs se sont aperçus au fil du temps qu'il était aussi efficace, ce médicament, contre des virus, comme le virus de la grippe A et des virus ADN, etc. Et c'est pour ça que quand a éclaté la crise sanitaire qu'on appelle Covid-19 à la fin de l'année 2019,
les chercheurs, principalement japonais, anglo-saxons, se sont posé la question de savoir, mais après tout, ce médicament qui est efficace contre des virus, pourquoi ne le serait-il pas contre le SRAS-CoV-2, qui est un virus similaire, analogue à d'autres virus dont il vient à bout. Et c'est comme ça qu'a commencé cette histoire sur l'ivermectine, dont on reparlera sans doute au cours de l'émission. Ouais, d'accord. Donc moi je vais me permettre de simplement lire un tout petit passage justement puisqu'on est sur ce sujet de ce qu'est l'ivermectine. Donc l'ivermectine possède également des propriétés antivirales, antibactériennes, anticancéreuses, anti-inflammatoires et concernant ses propriétés antivirales, l'ivermectine a montré ses puissants effets antiviraux et in vitro contre plusieurs virus ARN tels que le virus Zika, le virus de la grippe A, le virus de la maladie Newcastle, le virus de chikungunya que les gens connaissent, Ouais. le virus de la fièvre jaune, le virus de la dengue. D'ailleurs, on peut même s'arrêter sur le virus de la dengue où il y a eu un traitement par rapport à ça et que ce traitement a occasionné plus de maladies qu'autre chose dans le passé. De problèmes, oui. De gros problèmes. Donc ils ont mis en place un vaccin contre la dengue et finalement ce vaccin a augmenté le taux de dengue. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, ça, que là c'est récent. C'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter sur ça. Le virus de l'encéphalie japonais, mais également le VIH et les virus à ADN, tels que le polymavirus BK et l'herpès virus équin de type 1. Elle a donc été rapidement envisagée et évaluée comme un médicament possible du SARS-CoV-2 et fait l'objet de recherches approfondies dans le cadre d'essais cliniques, des essais, des études. On peut en parler des études ? Oui, tout à fait, mais les études, elles commencent donc 2019-2020 surtout, et je dirais à la fin de l'année, au mois de décembre 2020, il y a à l'époque une quarantaine d'études qui sont faites principalement États-Unis, Angleterre, Japon, pays d'Asie, avec des recherches assez poussées puisque plus de la moitié de ces études sont faites, sont contrôlées par des pairs. C'est-à-dire que, bon, pour expliquer peut-être aux personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément de la partie, une étude contrôlée par des pairs, c'est lorsque des chercheurs travaillent sur une étude, ils la soumettent pour publication à une revue scientifique comme le British Medical Journal, The Lancet, etc. Et à l'intérieur vous avez à l'intérieur de ces journaux, notamment le BMJ, British Medical Journal, vous avez un comité donc qui prend connaissance de l'étude et qui le soumet à des chercheurs qui sont eux-mêmes des spécialistes du sujet qui est traité par l'étude, mais sans que les chercheurs qui ont rédigé l'étude sachent qui va relire leurs travaux. Donc c'est pour vous dire que c'est un niveau de contrôle qui est quand même assez important, puisqu'il y a d'abord les chercheurs qui interviennent, qui font l'étude, qui soumettent l'étude, et par là-dessus, vous avez d'autres chercheurs spécialisés sur le même domaine qui eux-mêmes s'intéressent au travail qui leur est soumis avant publication. Donc c'est pour vous dire quand même que déjà au mois de décembre 2020, il existe une quarantaine d'études dont plus d'une trentaine sont randomisées, sont vérifiées, quoi. Oui, Voilà. Alors après, ça va évoluer avec le temps, hein, puisque aujourd'hui, on a au mois de janvier, là, on a 73 études qui ont été réalisées à travers le monde par près de 700 chercheurs sur près de 60 000 patients. Donc, c'est pour vous dire. Alors, ce qui est important de dire, c'est que les études qui ont été menées pendant ces 2 années, 2020, 2021 et puis là, début 2022, mais qui avaient commencé auparavant, avant déjà, leurs conclusions sont toutes concordantes. Je l'explique du reste dans le livre. Je donne les détails. Là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est intéressant de le savoir. C'est que les conclusions de ces études sont toutes concordantes sur les capacités de l'ivermectine pour réduire le taux d'infection, pour réduire le taux d'hospitalisation, le fait que l'ivermectine peut intervenir et traiter la Covid-19 à tous les stades de la maladie, depuis les stades
stade bénin jusqu'à l'hôpital quand ce sont des stades très graves, mais elle peut être utilisée aussi de manière en prophylaxie, je pense notamment au personnel soignant dans les cliniques, les hôpitaux, etc. Et pratiquement sans aucun effet secondaire. C'est-à-dire que les rares effets secondaires qu'il y a, ce sont des effets secondaires qui sont souvent dus à une autre médicamentation, par exemple, que reçoit le patient. Et il peut y avoir, mais c'est très rare. Vous avez vu dans le livre, j'explique, les effets secondaires ont été, non seulement ce n'étaient pas des effets secondaires très graves, mais ils ont été très rares. Il y a eu, je sais pas, je voudrais dire quelques dizaines, quelques centaines de cas sur près de 4 milliards de prescriptions, quoi. On n'est pas dans le cadre de la Covid-19, là, où avec l'Agence nationale de sécurité des médicaments, et c'est un chiffre sous-estimé, actuellement, l'ANSM, au mois d'octobre, donnait 3000 effets secondaires potentiellement pouvant être attribués à l'un des produits ARN qui sont utilisés en France dans le cadre de la campagne dite de vaccination. Et ce ne sont pas 3000 effets secondaires, dont 25% graves. Ce ne sont pas 3000 effets secondaires par mois, ce ne sont pas 3000 effets secondaires par an, ce sont 3000 effets secondaires par semaine quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière et de comprendre ce qui vous a donné envie et le courage et l'envie de vous attaquer à un sujet aussi sensible, en fait. Pourquoi avoir fait cette étude? Alors, c'est une bonne question parce que au départ, ce livre ne devait pas exister sous cette forme-là. Je m'explique. J'avais travaillé dans un premier temps, en 2019, avec l'écrivain enquêteur Claude Janvier. Et nous étions en train de préparer un livre quand a surgi nous sommes en 2019, début 2020, quand surgit ce qu'on appelait la crise sanitaire du SRAS-CoV-2, dont la maladie est la Covid-19. Et quand on a vu ce qui se passait au niveau du pouvoir politique au sein de l'Union européenne et en France, et puis aussi au niveau des administrations, et quand on a vu sur le terrain, parce que Claude Janvier, lui, est plus dans le nord de la France, moi je suis sur le sud, sur l'Occitanie, on s'est posé la question quand on a vu les réactions des personnes, alors c'était des dirigeants d'entreprise, c'était des soignants, des commerçants, des gens qu'on rencontrait dans la vie de tous les jours, dans les manifestations ou à différentes occasions. Et quand on a vu que les questions que les gens se posaient en disant mais qu'est-ce que c'est que ce virus? Parce qu'on nous parle de vagues, on nous parle, mais est-ce qu'il est vraiment aussi dangereux qu'on dit? Y a-t-il autant de morts que ce qu'on nous dit? Est-ce que le port du masque est dangereux? Qu'est-ce que valent ces vaccins? Et puis, est-ce que ce sont vraiment des vaccins? On parle de produits ARN, qu'est-ce que c'est, etc. Et avec Claude, on s'est dit, on terminait donc le livre « Le virus et le président », qui était donc la manière dont le pouvoir politique, si vous voulez, de l'Union européenne et le pouvoir politique français, on a pris le cas de la France parce que nous sommes en France, mais utilise, si vous voulez, la crise sanitaire pour dissimuler leur responsabilité dans la crise économique et financière qui continue et qui s'aggrave. Et quand on a vu les questions que se posaient les gens, on s'est dit… Il faut qu'on fasse… des banques aussi. Je voulais juste rajouter ça. Vous avez beaucoup enquêté sur le fonctionnement bancaire, en fait. Et du coup, oui, sur les systèmes bancaires. Ouais. Oui. Et du reste, j'ai commencé ma première enquête à Genève, en Suisse, puisque j'avais travaillé à l'époque, c'était les années 95-98, sur le plus important crash boursier de la place de Genève, avec une société qui s'appelait la SACE Holding, une société anonyme suisse d'exploitation agricole, qui est une société qui gérait les biens immobiliers du Vatican et qui a donné lieu, donc c'était mon premier livre, c'était le crash des 40 banques. Et donc après, si vous voulez, quand on a vu, nous, avec Claude Janvier, ce qui se passait, on a dit il faut qu'on fasse un livre de réinformation, mais aussi un livre pratique pour dire aux gens, questions, réponses, voilà quels sont les principaux aspects de cette crise sanitaire de la maladie Covid-19 et surtout leur donner aussi un outil pour qu'ils puissent se défendre contre d'abord ce qui s'est appelé le pass sanitaire, ensuite le pass vaccinal. Si on vous empêche de rentrer dans un hôpital, que faire, comment agir? Donc nous ne sommes pas des journalistes scientifiques ni des avocats. Et au travers de
de ce livre, qui va paraître prochainement, nous traitons de 40 questions essentielles sur la Covid-19. Du reste, le titre du livre, c'est Covid-19, l'essentiel en 40 questions. Et là, nous donnons les paroles à des chercheurs du CNRS, de l'INSERM, à des avocats, à des journalistes d'investigation qui ont travaillé sur différents aspects de la crise sanitaire. Donc, si vous voulez, il y a une multitude de gens qui se rencontrent au travers de ce livre et qui réinforment vraiment sur la réalité des choses et en même temps, pour ce qui est du aspect juridique, avec des avocats, je pense notamment à Maître Jean-Charles Tesser, dont vous avez pu voir les interventions et son combat pour l'ivermectine, comme représentant d'associations de médecins, mais aussi l'association Bon Sens, l'association Victimes de la Covid-19, etc. Et également Maître David Guyon aussi, qui lui intervient plus sur l'aspect, je dirais, du droit de la défense des libertés fondamentales. Voilà. Il y a l'aspect pratique et en même temps, il y a l'aspect à plus long terme de la défense des libertés fondamentales. Parce que sur le triptyque de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et tout ça, c'est un peu émoussé avec la crise. Ouais. Alors, c'est pour vous dire que voilà. Et alors, on s'est répartis. Excusez-moi, je vous interromps, Maïté. Impose-toi, Maïté. Il y a tellement de choses à dire que j'ai tellement de questions. On s'est répartis donc les 40 questions. On avait donc chacun 20 fiches à faire. Et dans ces 20 fiches, j'avais, moi, à traiter une des questions que l'on pose, c'est qu'est-ce que l'ivermectine? L'ivermectine permet-elle de soigner de la Covid-19? Et quand je commence mon travail sur cet aspect du livre, sur l'ivermectine, et que je découvre ce que je découvre, je me dis, mais ce n'est pas possible. Je pose des questions autour de moi, et quand je parle de l'ivermectine, les gens me regardent comme si je descendais de la planète Mars. Quoi? Un médicament qui permet de soigner de la Covid-19? On ne nous en a pas parlé. Oui. Mais vous voulez dire d'hydroxychloroquine? Je dis non. Non, je vous parle de l'ivermectine. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi on ne nous dit rien? Mais d'où ça vient ce médicament? Donc à partir de là, si vous voulez, j'ai commencé toute une enquête pour essayer de savoir pourquoi on n'en parlait pas. Et c'est là que j'ai découvert les obstacles qui partent depuis l'Organisation mondiale de la santé, qui sont relayés après par le pouvoir politique de l'Union européenne et principalement en France, avec où comme je l'explique dans le livre, le traitement massif avec l'ivermectine a été stoppé par le pouvoir politique et par l'administration. Et vous voyez, je donne dans le livre, du reste, comment s'est déroulée un peu cette mise à l'écart de l'ivermectine. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'est facile, enfin, ça doit être plutôt compliqué d'obtenir des confidences des gens du fait de la situation actuelle et que beaucoup de sujets sont considérés comme intraitables, en fait? Est-ce que les gens parlent facilement quand on va, par exemple, à l'INSEE ou autre, et qu'on veut obtenir des informations qui sont pas relatées par la presse standard? Si vous voulez, non, les gens ne parlaient pas forcément au début, mais il y a une évolution actuellement. Ouais. Cette évolution, elle est un peu provoquée par les mesures gouvernementales décidées par le pouvoir politique en France. Parce que les gens se rendent compte de plus en plus qu'il y a un décalage entre ce que dit le pouvoir politique, ce que leur impose l'administration, et la réalité de la Covid-19 qui est en train de disparaître. Donc, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas comme en un an, les choses ont bougé, si vous voulez. Il y a un an, effectivement, vous avez raison de le souligner, c'était difficile d'avoir des médecins qui témoignent. Un an et demi, c'était difficile d'avoir des médecins qui témoignent. Je parle en France, hein. Des associations qui s'engagent ouvertement, des députés, même quelques députés, je pense à la députée Martine Venère, par exemple, députée du Bas-Rhin. Elle parle depuis le début, hein, depuis le début, elle exprime pas mal. Oui, voilà, mais bon. Mais je veux dire, ce mouvement auquel elle a participé à créer avec beaucoup d'autres s'est amplifié. Ouais, et aujourd'hui, les gens commencent à parler beaucoup plus facilement. Et on peut commencer à débattre plus facilement. Et on le sent du reste parce que ceux qui ont suivi, qui ont menti pendant 2 ans, pendant 1 an et demi en succédant sur les plateaux de télévision et dans la plupart des médias d'information générale français, deviennent agressifs. Parce qu'au travers de l'ivermectine, quand vous dites qu'il y a un médicament qui existe et qui permet de soigner de la Covid-19, en même temps, ça veut dire, mais alors, messieurs, expliquez-vous, ça fait 2 ans que vous mentez aux Français.
Donc, ils sont mal pris, en fait. Et de ce fait, Voilà. c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui retournent leur veste aussi, comme Blachier, ou qui commencent à dire Oui, d'autres discours complètement opposés à ce qu'ils oui, étaient au début. Ouais, ce qu'on appelle oui, tout à fait. Tout Ouais. à fait. Oui, Oh là c'est là, pour ça c'est que… pas aussi, on va faire autre chose. On va Oui, refaire nos discours. Bon, c'est c'est plutôt pour bon ça, si signe, vous ça voulez, veut dire que ça avance. oui, mais ça veut dire que les choses avancent, parce que moi, ce que je donne dans le livre, vous l'avez vu, ce sont des preuves scientifiques, ce sont des preuves juridiques. Je veux dire, quand je parle de 1500 médecins qui s'adressent au ministre Véran, au ministre de la Santé français, je veux dire, c'est quelque chose qui est concret, qui existe, et je montre après ce qui se passe quand maître Jean-Charles Tessèdre va au tribunal ou qu'il demande, par exemple, au nom des médecins, parce que si vous me permettez, je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais pourquoi est-ce que l'ivermectine a subi, a été laissé de côté comme ça? Alors ça, c'est une autre question à laquelle on répondra tout à l'heure, parce qu'il y avait des intérêts privés à favoriser. Mais une chose qui est importante que j'évoque dans le livre, c'est qu'au départ, les médecins vont trouver maître Jean-Charles Tessèdre, qui est un spécialiste de la défense des associations et également dans le secteur de la santé, des personnels soignants, en lui disant, maître, écoutez, on ne comprend pas ce qui se passe. Savez-vous qu'il y a un médicament qui existe qui s'appelle l'ivermectine, qui permet de soigner de la Covid-19 ? Du reste, il y a des études scientifiques qui sont faites, voilà les preuves. Ces études sont produites, existent aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Inde. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, ce que disent les médecins à l'avocat, c'est-à-dire ce qu'il faut obtenir, c'est une recommandation temporaire d'utilisation de l'ivermectine, une RTU. Okay. Alors, j'explique rapidement. Vous avez, dans le cas d'une épidémie, vous avez deux types d'interventions. Il y en a plusieurs, mais que peut faire l'ANSM dans ce cas-là? Il y a ce qu'on appelle une RTU, recommandation temporaire d'utilisation, et une ATU, qui est une autorisation temporaire d'utilisation. Alors, une RTU, ce que demandent les médecins pour l'ivermectine, est normalement plus facile à obtenir, puisqu'une recommandation temporaire d'utilisation est donnée pour des médicaments qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché. Je rappelle que l'ivermectine existe depuis, est employé sur l'homme comme médicament depuis 1988, donc elle est dans le domaine public depuis 2013, et elle existait déjà bien avant et avait montré son efficacité. Et alors qu'une RTU, une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, c'est une autorisation, je dirais, un peu exceptionnelle qui est donnée à un médicament qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, mais pour lequel il existe des preuves, mais des preuves moins probantes, qu'il a une possibilité d'efficacité contre une maladie. Voilà. Donc, en principe, il ne devait pas y avoir de problème pour que l'ivermectine obtienne une recommandation temporaire d'utilisation de l'organisation du ministère de la Santé qui est chargée de cette mission, à savoir l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Vous avez vu ce que j'explique dans le livre. Quand on lit ce qui s'est passé autour de l'ivermectine, je veux dire, c'est à peine croyable, parce que dans les faits, ça revient à dissimuler un médicament qui peut soigner et qui aurait permis de sauver la vie de milliers de personnes. Et vous avez connaissance de personnes qui ont été traitées à l'ivermectine autour de vous? Oui, bien sûr. Ben, les témoignages, j'ai collecté une multitude de témoignages et de plus en plus, il y a des… parce qu'il faut savoir que les gens ont découvert depuis peu que le médicament existait. Il faut savoir également qu'en France, il y a des médecins qui recommandent l'ivermectine qui sont poursuivis par le Conseil de l'ordre des médecins parce qu'ils recommandent l'ivermectine. Vous avez vu, je donne la parole dans le livre à un de ces médecins qui parle pour ses confrères, le docteur Gérard Maudru, qui est un médecin qui a occupé différentes responsabilités pour la défense du corps médical français et qui est poursuivi par le Conseil de l'ordre pour simplement avoir expliqué sur son site, avoir monté les preuves scientifiques comme quoi l'ivermectine pouvait permettre de soigner de la Covid-19. Ouais, donc ils ont énormément de pression par rapport à ça, en fait. On les menace. Il y a des pressions qui s'exercent et puis en même temps, vous avez aussi le fait que des médecins, c'est ce qu'explique le docteur Gérard Maudru, des médecins qui n'osent pas trop s'engager parce qu'il y a au départ cette recommandation de l'OMS. Et là, nous allons en parler dans le prochain livre qui va sortir, qu'a fait le docteur Andrew Hill,
qui est un médecin anglais, qui est conseiller de l'OMS, mais qui est aussi conseiller de la fondation Bill Gates. Et le docteur Andrew Hill avait fait une étude quand nous étions au début de l'année 2020, fin de l'année 2019, début de l'année 2020, lui-même avait constaté que c'était un médicament formidable. Il disait, mais l'ivermectine, ça permet de soigner, il va falloir utiliser ce médicament. Et en 2 mois, même pas, 1 mois et demi, le docteur Andrew Hill va garder la même étude, mais il va changer les conclusions. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'un médecin qui est l'avocat de l'ivermectine change-t-il comme ça brutalement ses conclusions, avec des conséquences qui sont quand même graves, parce que la recommandation de l'OMS va être reprise par l'Union européenne, par des États de l'Union européenne, et appliquée strictement en France. Alors que d'autres États, vous avez vu le cas de l'Inde que je donne, eux vont, l'Inde est composée, je parle de 28 États dans le livre, en réalité il y a 36 États, mais de 28 États principaux. Et ce qui est très intéressant, pourquoi j'ai pris le cas de l'Inde, parce que vous avez des États qui ont suivi la recommandation de l'OMS de ne pas utiliser l'ivermectine de manière massive, de ne l'utiliser que pour des opérations cliniques, je dirais, dans un cadre clinique. Et vous avez des États qui ont dit, nous faisons confiance aux études scientifiques qui ont été menées au Japon, aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, et nous allons utiliser massivement l'ivermectine. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques mois? On s'aperçoit qu'au bout de 4 à 5 mois, même pas, que les États qui ont suivi la recommandation de l'OMS, le nombre de malades de la Covid-19 a augmenté, le nombre de morts de la Covid-19 a augmenté, alors que les États qui ont utilisé massivement l'ivermectine ont éradiqué pratiquement la maladie. Vous dites entre 65 et 90% de diminution de mortalité avec le traitement. Voilà. Alors quand je dis qu'ils l'ont utilisé, je veux dire c'était une intervention militante, je dirais entre guillemets, des médecins. Dans les États qui ont fait le choix de s'appuyer sur la science, non pas sur la science officielle de l'OMS, mais sur la science réelle qui a été faite par les chercheurs, aussi bien aux États-Unis, en Angleterre, Japon ou dans d'autres pays, ils ont été, vous aviez des postes, des centres de diffusion de l'ivermectine dans les gares routières, les aéroports, les grands lieux publics, etc. Dans ces États-là, vous aviez donc la possibilité d'accéder au traitement ivermectine. Et ce qui s'est passé en Inde est important puisque on s'est aperçu que malgré les difficultés auxquelles est confrontée l'Inde sur le plan sanitaire, eh bien, ces États ont réussi à endiguer la maladie. Tu n'as aucun intérêt financier, intérêt pharmaceutique avec l'ivermectine? Aucun. Ah, mais il faut bien le préciser quand même. Non, aucun. Je me suis intéressé aux médicaments comme journaliste d'investigation, puisque, comme je vous l'ai dit du reste tout à l'heure, il n'était pas envisagé de faire un livre sur l'ivermectine. Et c'est quand j'ai vu les résultats scientifiques et que j'ai vu ce qui se passait aussi au plan du droit, que je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Parce que si vous voulez, le livre que nous préparons, Covid-19, l'essentiel en 40 questions, si nous avions mis l'ivermectine dedans, on se retrouvait qu'un livre de 600 pages, pratiquement. Et nous, notre objectif, c'est de faire un livre qui soit un livre de réinformation et un livre pratique qui permette aux gens de comprendre ce qu'est la crise, cette crise sanitaire de la Covid-19, où l'on pose un tas de questions, et en même temps, comme je le disais, d'avoir des renseignements pratiques, juridiques. Mais nous faisons parler des chercheurs du CNRS ou de l'INSERM, par exemple, au travers de leurs études, des chercheurs aussi des États-Unis, des responsables d'organisations. Je pense notamment à Yves Meta, ivmmeta.com, qui est un site qui est la plus grande, sauf erreur de ma part, qui recense toutes les études. La plus grande base de données au monde sur l'ivermectine. Et ça, c'est un site qui a été créé comme le FLCCC, Frontline, la première ligne de front contre la Covid-19, qui a été créé à l'origine aux États-Unis par des chercheurs, des professeurs, des chercheurs réputés comme le professeur Corey et un tas d'autres. Je ne pourrais pas les citer, mais quand vous êtes sur ce site, ils se présentent tous et quand vous voyez les postes qu'ils occupent, je veux dire, ils figurent parmi quelques-uns des plus grands chercheurs de la communauté scientifique internationale. Donc,
quand vous trouvez ça, quand j'ai trouvé toutes ces études qui existaient, que j'ai commencé à gratter dessus, parce qu'il faut vérifier les faits toujours, hein, c'est le propre d'un journaliste d'investigation, ce n'est pas de se fier à ce qu'on voit sur Internet. Mais quand je voyais le site avec le sérieux des documents scientifiques qui sont publiés, où vous avez toutes les études avec la date à laquelle elles ont été faites, les chercheurs qui y ont participé, vous avez la présentation de chaque étude, vous avez les études complètes, vous avez le développement complet, si vous voulez, et c'est une mine de recherche formidable. Et c'est pour ça que, du reste, que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je ne comprends pas bien là. Comment le pouvoir politique et l'administration française peut faire barrage sur un médicament qui a de telles références en matière d'efficacité et de sûreté, hein. Moi, j'ai une question par rapport à la prise de décision. En fait, vous dites la bourgeoisie, la classe dominante exerce une présence dans une organisation, elle peut les remercier des services rendus pour les écarter du pouvoir, leur offrir une promotion, etc. Ça veut dire que si l'on prend l'OMS, ceux qui la dirigent sont plutôt ceux qui la financent. On peut dire ça. Si vous voulez, au sein de l'OMS, vous avez, comme au sein de la plupart des organisations du système onusien, vous avez les contributions des États qui sont fixées, c'est un pourcentage en fonction du produit national brut de chaque État, et vous avez ce qu'on appelle les contributions volontaires. Les contributions volontaires, ce sont des contributions qui peuvent être données, par exemple, par des fondations, pour dire, moi, je souhaite faire telle opération, par exemple avec des vaccins ou tel médicament dans tel pays. Donc, la fondation s'adresse à l'OMS, présente son projet, soumet son projet, et à partir du moment où le projet est accepté, la fondation met aussi ses conditions. Bon, c'est normal puisque c'est elle qui finance. Okay. Et comme me l'explique à l'époque, vous avez vu, je cite Myriam Bacrot, qui était un des anciens directeurs en 2001, un des anciens directeurs chargés de l'organisation au sein de l'OMS. Et comme il explique, bon, quand vous voyez une organisation qui vient avec beaucoup d'argent comme ça pour faire une opération, par exemple avec des vaccins, vous vous apercevez que les pays qu'elle choisit, comme par hasard, ce sont trois anciennes puissances, ce sont trois pays qu'elle occupait avant comme puissance coloniale, et que les entreprises qui vont fournir les médicaments ou le vaccin en question, comme par hasard, sont des entreprises des États-Unis. Bon, je prends le cas des États-Unis, mais c'est valable pour d'autres comme l'Angleterre, la France ou autres, hein, à des stades moindres quand même, hein. Ouais. Alors, puisqu'on est en train de parler de pays, on va parler un petit peu de l'endroit où l'ivermectine est utilisé. C'est très intéressant de pouvoir s'arrêter un petit peu sur ces pays-là. Et pour cause, tu peux nous en citer quelques pays et on va en discuter. Oui, je vais vous donner. Alors, je vais vous donner avec précision quelques pays. Je reprends mes notes parce que je vous prie de m'excuser, mais l'ivermectine, il faut savoir, n'est pas utilisée partout de la même façon. Elle est utilisée soit sous forme de… Je vais vous donner quelques exemples de pays. Elle est utilisée soit sous… Voilà. Elle est utilisée actuellement… vous avez, là, nous sommes au mois de janvier, oui. Fin janvier, ouais. Vous avez, selon les données du site que je parlais tout à l'heure, ivmeta.com, ivmmeta.com, je le répète pour les téléspectateurs, ça pourrait intéresser. L'ivermectine est utilisée au mois de janvier dans 39 pays qui représentent environ 37% de la population mondiale. Alors, comme je le disais, selon les pays, elle n'est pas utilisée partout pareil. C'est-à-dire que dans certains pays, elle est utilisée dans des régions. C'est le cas du Portugal, des États-Unis, du Brésil, de l'Inde, du Japon, de l'Allemagne, au sein de l'Union européenne, de la Colombie. Elle est utilisée dans d'autres pays en usage mixte, c'est-à-dire que là, les médecins ont fait le choix d'utiliser l'ivermectine en couplant le médicament ivermectine avec un autre médicament ou avec, par exemple, des vitamines. En général, vous avez toujours des vitamines qui sont destinées à renforcer le système immunitaire. Du zinc, la vitamine C. Alors, dans le cas de l'usage mixte, vous avez des pays très importants, hein, vous avez l'Argentine, le Mexique, vous avez les États-Unis,
où certains États, les médecins de certains États utilisent l'ivermectine en usage mixte, l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, c'est quand même des pays qui pèsent en termes de population, même s'il ne s'agit pour certains d'entre eux que de régions. Et vous avez des pays où l'ivermectine est recommandée nationalement, où le ministère de la Santé dit « Oui, nous pensons que l'ivermectine, les études scientifiques le montrent, mais la pratique de nombreux pays aujourd'hui le montre aussi, l'ivermectine doit être utilisée pour combattre la Covid-19 ou ce qu'il en reste. » Alors, ces pays, vous avez le Bangladesh, la Bolivie, le Venezuela, le Nicaragua, le Salvador, le Guatemala, Panama, Honduras, Égypte, Cambodge, République dominicaine, Liban, et vous avez la Bulgarie au sein de l'Union européenne. D'accord. Et l'Inde. Alors, l'Inde, oui. Voilà, alors quand vous voyez ça, vous vous dites, mais… Parce que les gens, quand vous leur parlez d'études scientifiques, vous disent, oui, mais alors les études, on peut leur faire dire ce qu'on veut, etc. Alors c'est vrai. On peut les manipuler comme on veut. Voilà, les enquêtes qu'on a faites, nous, on l'a bien vu. On a vu des études, une étude qui a réussi à être publiée pour discréditer l'hydroxychloroquine. Oui, on a vu comment certains médecins ont essayé de bloquer l'ivermectine en utilisant la recommandation de l'OMS qui est faite sur la base d'un rapport faux. Il faut quand même le préciser. On développe ça dans notre prochain livre. Et justement, hydroxychloroquine et ivermectine, enfin, c'est quoi la différence entre les deux sur l'efficacité en fait? Ce sont deux molécules différentes, vous ne pouvez pas les utiliser tout à fait pareil. Moi, je me suis intéressé à l'ivermectine, je vais vous dire pourquoi. Parce que le médicament déjà existait depuis 1975 et il était utilisé sur l'homme depuis 1948. Et ce qui m'a paru… c'est donc un médicament plus ancien que l'hydroxychloroquine. Et ce qui m'a paru complètement fou, c'est quand j'ai vu les études scientifiques, ce qui se passait en Inde, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le cas du Japon. Vous avez vu que dans le livre, je ne parle pas encore du Japon. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ça peut peut-être intéresser les téléspectateurs. Et j'ai dit, ce n'est pas possible qu'un médicament ait de telles références scientifiques et de telles études sérieuses menées comme ça sur des milliers de personnes, menées par des centaines de chercheurs, avec des organisations qui se sont développées depuis. Je pense au Bird Group en Angleterre, British Ivermectin Recommendation Development, qui a été créé par le docteur Tess Lawrie, et qui s'est développé jusqu'à devenir cette année, début d'année 2022, un Bird Group international. C'est Bird International maintenant, parce que vous avez Bird a réussi, c'est un exemple pour l'Europe, et quand je parle de l'Europe, je ne parle pas de la petite Europe de Maastricht, je parle du continent européen. Vous avez en Angleterre des chercheurs qui se sont réunis, qui ont travaillé, qui ont fait la démonstration en invitant des confrères de l'étranger, d'Afrique du Sud, des États-Unis, de différents pays, de l'efficacité et de la sûreté de l'ivermectine. Et aujourd'hui, ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Donc ça, si vous voulez, c'est des choses il a fallu du temps pour mettre tout ça en place, parce que en Angleterre, Tess Lawrie et sa petite équipe avec les chercheurs se sont heurtés comme au même mépris et au même silence que se sont heurtés les scientifiques, les chercheurs français en France, où vous n'avez eu aucune réponse du Premier ministre Boris Johnson à la demande qui a été faite par les chercheurs d'explication et de dire il y a un médicament qui existe pour soigner de la Covid-19, il faut l'utiliser, nous souhaitons vous rencontrer pour rien. Silence, le mépris le plus total, un peu comme ça s'est passé en France, strictement pareil. Vous avez vu ce que j'explique dans le livre, comment la procédure judiciaire s'est déroulée. Et après ça, si vous voulez, vous avez tout ce qui s'est développé autour de l'ivermectine et qui m'a fait dire que maintenant, l'hydroxychloroquine, oui, d'accord, il y a déjà le professeur Raoult, etc., qui en parle à Marseille, mais pour moi, l'ivermectine, c'est un médicament, alors du peu de connaissances que j'ai et que j'ai acquises en faisant cette enquête, c'est un médicament, je dirais, dont les preuves étaient indiscutables. Bon, sur l'hydroxychloroquine, de temps en temps, il y a eu question d'effets secondaires, il y a des questions de dosage, des questions de dosage, etc. Alors que là, et là, si vous voulez, alors, pour vous expliquer, ce qui est important de dire, c'est que ce qui se passe en Inde, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça va se trouver conforté par d'autres chercheurs d'un autre grand pays qui est le Japon. C'est-à-dire que je n'en parle pas dans le livre, tout simplement parce que quand je suis en train d'écrire mon enquête, je suis au mois de
juillet, août, septembre 2020. 2020, ouais, 2021. 2021. Et c'est à ce moment-là que au Japon, vous avez le professeur Satoshi Omura, qui, avec ses 86 ans, fait toujours ses conférences, est toujours vaillant et alerte, et va mobiliser, le professeur Satoshi Omura va mobiliser avec un médecin très réputé au Japon, qui est le professeur Haruo Ozaki, qui est le dirigeant de l'organisation des médecins de Tokyo, de la métropole de Tokyo, et ils vont mobiliser en disant mais regardez, ce médicament existe, des pays en font la démonstration, nous pouvons arriver à vaincre la Covid-19 avec l'ivermectine. Et contrairement aux médecins français, les médecins japonais ont la liberté de prescription et la majorité du corps médical va s'emparer de l'ivermectine, diffuser l'ivermectine, en faire l'apprentissage et le faire connaître autour d'eux. Et c'est comme ça que le Japon va arriver à la fin de l'année 2021 à enrayer l'ivermectine. C'est-à-dire que quand le Japon commence sa diffusion massive d'ivermectine, nous sommes au mois de juillet, au mois d'août 2021, et quelques mois plus tard, je vais vous donner un chiffre, la moyenne du nombre de décès sur 7 jours est passée de 108 au 18 mai 2021 à un décès le 2 décembre suivant. Et entre-temps, le 30 septembre suivant, le gouvernement japonais levait l'état d'urgence sanitaire dans toutes les régions du Japon. Et du reste, le nouveau Premier ministre japonais, M. Fumio Kishida, s'est félicité dans son discours de politique générale devant le Parlement japonais des progrès qui avaient été faits, alors sans citer dans son discours directement l'ivermectine, mais il faisait allusion à la mobilisation de ces médecins et de ces chercheurs qui avaient permis de venir à bout de la Covid-19 au Japon. J'ai une question par rapport Pardon ? Par rapport au Japon, justement, est-ce qu'il n'y a pas une question culturelle, en fait? Il me semble que le Japon, c'est quand même un pays où ils sont quand même plus relativement attentifs à leur hygiène de vie et puis à maintenir la personne en bonne santé plutôt qu'à attendre que la personne soit malade pour la soigner. Est-ce que ça aurait un lien, en fait? Oui, c'est un lien, il y a des aspects culturels qui jouent. Mais vous savez, c'est très intéressant la question que vous posez, je vais vous dire pourquoi. Parce que regardez l'Inde, par exemple. Il y a aussi cette volonté d'attacher une importance pour la personne de se soigner, etc., etc. Mais vous avez en même temps une misère importante. Vous avez un système de soins, un système sanitaire dans lequel le gouvernement indien est en train d'investir massivement. Vous avez vu, je l'explique dans le livre. Je donne quelques chiffres rapidement parce que ce n'est pas l'objet du livre, mais au moment où l'Union européenne régresse dans tous les domaines de la santé publique, puisque la recommandation, la Commission européenne, depuis les années 2008-2010, chaque année, on en est aujourd'hui à près de 70 recommandations de la Commission européenne pour demander aux États membres de réduire leurs dépenses de santé publique de milliards d'euros. Donc, contrairement à ce qui se passe dans l'Union européenne, en Inde, le gouvernement est en train d'investir pour rattraper un retard considérable qu'ils avaient sur le plan sanitaire. Et pourquoi je disais que votre question est intéressante? Parce que malgré une situation qui est très difficile, avec un réseau, un système de soins qui est affaibli, qui est en train seulement de se moderniser, qui commence à se moderniser, et bien malgré ça, les médecins vont se mobiliser. Et quand je dis se mobiliser, ce n'est pas seulement attendre dans leur cabinet que les patients viennent. Les mecs, ils vont aller. Il y a des quartiers où ils ont été faire du porte-à-porte pour se renseigner auprès des gens, ce qu'ils prenaient, comment ils étaient, etc. Un véritable travail de terrain qui a été fait. Eh bien, dans cet état où les choses sont sur le plan sanitaire difficiles pour se soigner, ils ont fait la démonstration, tout au moins pour les États qui se sont appuyés sur les études scientifiques, qu'il était effectivement possible de faire bouger les choses et de vaincre la maladie. Et alors au Japon, vous avez aussi là, avec un système de soins qui est plus moderne, une culture évidemment qui est différente, qui est plus tournée sur un tas de médecines, un peu comme en Inde, pour se contrôler, pour au Japon, contrairement à la France et dans beaucoup de pays occidentaux, être en bonne santé, ça ne veut pas dire seulement se soigner.
Ça veut dire aussi prendre le temps de faire du sport, consacrer du temps à sa famille, consacrer du temps à une multitude d'arts et d'activités culturelles, je veux dire. J'avais entendu que les médecins japonais on les payait que si ils nous maintenaient en bonne santé, en fait, contrairement à ici où on paye pour se faire soigner. J'avais entendu quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça vérifier. Mais ça veut bien dire que ça fonctionne. En tout cas, ce que je sais, c'est que les médecins japonais, effectivement, se sont mobilisés pour défendre l'ivermectine et que contrairement à ce qui se passe en France et dans plusieurs pays de l'Union européenne, ils sont venus à bout de la Covid-19. Et ça, je pense que c'est important de le souligner dans un pays en plus où vous avez une densité de population importante, avec des villes où vous avez une forte concentration de population. C'est aussi pour ça que le Japon avait connu à un moment une flambée de cas de Covid-19, parce qu'il y avait, si vous voulez, des millions de personnes qui vivaient sur des zones relativement restreintes, vous voyez, donc la maladie se transmettait facilement. Oui. Eh bien, malgré cette situation, là encore, les médecins japonais se sont mobilisés et avec le soutien, c'est important de le souligner, contrairement à la France de l'administration, ils ont réussi à endiguer la maladie et pratiquement à l'éradiquer aujourd'hui. Oui, et vous avez remarqué de la santé globale de la personne et pas simplement le corps, mais en soignant l'esprit, le mental, enfin tout. Les liens sociaux, tout ce qui fait qu'on reste en bonne santé finalement. Oui, exactement. On nous fait croire qu'on est juste des symptômes et puis qu'il n'y a plus rien. C'est ça, tout à fait. Oui. Aussi une précision qu'on peut donner, et non des moindres, c'est que par exemple en France, nous sommes 67,5 millions et demi, et que par exemple en Inde, ça représente combien de la population là-bas? 1,4 milliard d'habitants. 1,4 milliard. 1,4 milliard d'habitants sur 3 millions de kilomètres, un peu plus de 3 millions de kilomètres carrés, 3 millions 2. Voilà. Donc, 67 millions en France, voilà, et les brouettes, où on en est, hein, on le sait, vous n'avez pas besoin de préciser. Et 1,4 milliard en Inde, où tu as dit, très justement, là, un tout petit peu avant, que le syndrome, cette maladie, cette chose, ce machin, ce truc, est quasiment éradiqué. Dans les États, pardon, qui ont suivi, qui se sont appuyés sur les études scientifiques et non pas sur la recommandation de l'OMS. Oui. C'est quand même. Alors, ça a fait bouger d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui se sont aperçus que maintenant, effectivement, s'ils avaient su, ils auraient utilisé l'ivermectine, quoi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que l'Inde était intéressant pour moi comme journaliste d'enquête, si vous voulez, parce que vous aviez dans le même pays, dans la même république, vous aviez des États qui avaient suivi la recommandation de l'OMS et des États qui s'étaient appuyés sur les études scientifiques. Et avec des chercheurs aux Indes, le milieu de la recherche en Inde est quand même important, mais aussi ils travaillent beaucoup avec la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, donc ils ont beaucoup de relations, si vous voulez. Vous trouvez souvent à des postes de responsabilité dans la recherche dans les pays anglo-saxons ou dans certains autres pays, quelques pays de l'Union européenne, mais beaucoup moins, des gens qui sont d'origine indienne ou qui sont indiens. Ça, c'est lié au passé, à l'histoire du pays aussi. Hein. Donc, ce qui est important de souligner, et c'est très, très important de le dire, c'est que l'Inde en particulier, et puis les autres pays que tu as cités, on ne peut pas les considérer comme des pays du tiers-monde qui sont en arrière-plan et laissés pour compte et qui n'ont rien d'autre que de l'ivermectine. Ils avaient le choix aussi, comme en France, comme en Europe, de suivre un autre protocole. Tout à fait. Tout à fait. Du reste, vous avez eu. Du reste, il faut savoir qu'au sein manque de financement, enfin, manque de moyens. Vous avez au sein du ministère de la Santé indien, vous avez un département complet qui est consacré aux traitements, or qui ne sont pas des traitements chimiques. Je veux dire alors ça va depuis tout un tas d'utilisations. Alors certaines pratiques pour soigner qui sont ancestrales, qui ont été préservées, qui sont développées, adaptées. Mais c'est un département du ministère de la Santé. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire l'importance par rapport à ce que disait Maïté tout à l'heure, l'importance justement que l'on accorde à se soigner, quoi. Alors bon, dans les classes les plus éduquées, mais c'est
l'Inde est un pays qui va de l'avant, hein. Il faut voir les grands projets auxquels elle est associée avec la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, hein, notamment. Dans un tas de secteurs, je ne dirais pas seulement le spatial, les communications, mais sur le plan de la santé, sur le plan des infrastructures, etc. Donc, c'est un pays qui bouge et qui va dans le bon sens avec toutes les difficultés qu'il a encore à surmonter. Mais ce que j'ai vu au travers de l'ivermectine, je dirais que c'est malheureux parce que bon, il s'agit de sauver des gens, mais c'est formidable en même temps de voir comment au sein d'une même république, je veux dire, des médecins ont fait le choix de choisir l'ivermectine en s'appuyant sur les études scientifiques, d'autres de s'appuyer sur les recommandations de l'OMS. Mais vous n'avez pas eu, comme en France, cette agressivité que l'on voit, par exemple, entre ceux qui se font injecter des produits ARN et ceux qui refusent de se faire injecter les mêmes produits expérimentaux. Vous voyez des médecins qui ont des comportements sur des plateaux de télévision qui sont odieux. Moi, quand j'en vois certains parler, je me demande même comment ils peuvent se déclarer médecins. Mais pourquoi il y a une telle défense comment on peut expliquer une telle différence finalement, l'OMS, elle va donner les mêmes recommandations à tout le monde. Ah oui. Pourquoi il y a des pays qui vont suivre et obéir à la lettre et d'autres qui vont faire autrement? Parce que déjà OMS, Ordre mondial de la santé. Organisation mondiale de la santé. Mondiale. Donc ça englobe vraiment le monde entier. Donc les directives elles doivent être identiques partout. Mais après, l'application sur le terrain, elle est différente. Comment on explique ça? Ça s'explique de plusieurs manières. La première des choses, c'est que vous avez les études scientifiques qui existent au moment où vient la directive de l'OMS qui est faite en s'appuyant sur l'étude dont j'ai parlé du docteur Andrew Hill. La deuxième chose, c'est que de plus en plus de gens savent maintenant que cette étude a été truquée et que la recommandation de l'OMS, vous verrez, on en parle dans le prochain livre, Covid-19, l'essentiel en 40 questions, on consacre une fiche qui s'appelle qui influence les décisions de l'OMS. Donc, on parle notamment du rôle de certaines fondations et de certains investisseurs, je veux dire, qui sont présents dans les grandes sociétés transnationales de la pharmacie. Et vous avez après la culture, je dirais, et le respect des gens, parce que je sais pas, moi, de ce que j'ai vu dans les médias indiens, même si les débats étaient chauds, je n'ai jamais vu ce que le spectacle dramatique et affligeant auquel j'ai assisté en France en regardant certaines émissions de télévision ou même des tribunes dans des médias où vous voyez des médecins qui ont le titre médecin. Bon, le médecin, d'abord, c'est le respect de l'autre. La première chose, c'est, bon, il n'y a pas que le serment d'Hippocrate, je veux dire, il y a le serment d'Hippocrate, mais c'est aussi le respect du patient, mais c'est le respect à un médecin. S'il y a quelqu'un dans une société qui est bien placé pour favoriser le respect entre les individus, c'est le médecin, puisqu'il traite d'une question qui est pour nous tous essentielle, celle de notre santé. Et quand vous voyez des médecins se comporter comme vous avez pu le voir, moi je dis ce ne sont pas des médecins, ces gens-là. Alors c'est un aspect intéressant de la crise, hein, parce qu'au moins, vous savez qu'il y a des médecins qu'il faut pas… Vous savez déjà les noms des médecins, c'est qu'il faut éviter de fréquenter pour vous faire soigner. Mais moi, j'ai même envie d'aller plus loin dans la réflexion, parce que quand on parle de ces médecins de plateau, parce qu'il s'agit bien de médecins de plateau, moi, ça m'arrive de regarder aussi la télévision et de les voir. Et je gueule avec moi-même, hein, ça n'engage que moi, et je dis, mais très franchement, mais qu'est-ce qu'ils font à la télé, ces gens-là, puisqu'ils sont des médecins, et vu le manque de médecins qu'on a… ils n'auraient pas le temps d'aller dans les médias. Qu'est-ce qu'ils foutent à la télé, quoi? Ils sont en train de tagiverser, de balancer des trucs, ils ne sont pas d'accord, etc. Alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'eux pour les soigner. Qu'ils aillent sur le terrain, parce que là, apparemment, il y a urgence, donc voilà. Ils n'ont pas le temps d'aller sur les plateaux, normalement. Et surtout, voilà, je trouve que voilà, leur place, ce n'est pas sur un plateau de télé. Et puis, évidemment, ça avait été l'objet, justement, il y a l'année dernière, de demander aux médecins, quand ils venaient sur les plateaux, justement, comme je l'ai fait avec toi, de décliner donc, leurs fonctions et surtout s'ils avaient un intérêt quelconque avec des laboratoires pharmaceutiques. Jamais cet exercice n'est fait. Ça, je trouve ça déplorable. Si c'était fait correctement, toute transparence, je crois que les gens comprendrait un petit peu mieux, parce que apparemment les gens pensent que la télévision c'est la Bible. Et tant que c'est pas dit à la télé, c'est que c'est pas vrai ou ça va pas être là.
Il y a transparence.org, je crois, qui recense tous les conflits d'intérêts. Exactement. C'est ça. Et puis, pour revenir sur le point que j'avais cité juste un petit peu avant, en parlant de l'Inde et les autres pays qui délibérément ont choisi une autre direction que les traitements que l'on connaît ici, pour les citer, Pfizer, Moderna, etc. Là-bas, ils ont accès à ça aussi. S'ils veulent, ils peuvent piquer les gens dans leur pays. C'est pas parce que c'est l'Inde, que c'est la Chine, le Japon, le Japon ou les autres pays que tu as cités, que on pourrait penser, enfin les gens pourraient penser, parce que je les attends au tournant, me dire oui mais Rafi, voilà, on parle de ces pays-là, c'est des pays, ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens, on doit leur fournir nous nos produits à nous, c'est pour ça qu'ils n'ont rien d'autre, et ils utilisent l'ivermectine. C'est complètement faux, on est bien d'accord. Attendez, il y a une chose, la plupart de ces pays-là, pourquoi utilisent-ils l'ivermectine? Tout simplement parce qu'ils ont eu l'expérience dans le passé du succès de l'ivermectine pour contrer des maladies qu'ils connaissaient dans ces pays-là, comme la gale, comme la cécité des rivières, etc., qui touchaient aussi bien des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud notamment, que des pays d'Afrique ou d'Asie. Et dans ces pays-là, pour les gens, l'ivermectine qui a été, après adapté à un traitement qui n'était plus un traitement antiparasitaire, mais un traitement contre les virus, mais je veux dire, l'adaptation contre les SARS-CoV-2 n'a pas été compliquée à faire puisque, comme l'expliquent des chercheurs, vous avez vu à l'intérieur du livre, l'ivermectine avait déjà fait ses preuves contre des virus semblables au SARS-CoV-2. Donc, il n'y avait pas de grandes modifications à apporter, si vous voulez, pour que l'ivermectine soit efficace, c'est sûr. Et les gens qui étaient dans ces pays-là, dans la mémoire collective, ils avaient le souvenir, ah bah oui, l'ivermectine, c'est le traitement qui nous a permis de chez nous, donc on ne peut pas voilà, donc c'était beaucoup plus facile, si vous voulez, pour les médecins de ces pays-là, de dire il y avait un passif positif qui existait, vous voyez. Donc, dans ces pays-là qui sont souvent considérés avec mépris, parce que vous savez, en France, on bombe souvent le torse, mais après, quand on va dans la réalité des faits, ce n'est pas forcément joli. Et dans ces pays-là où vous aviez déjà un historique, je dirais, de l'ivermectine, pour les médecins, ça a été plus facile d'intervenir auprès de la population, y compris eux-mêmes au sein du corps médical, mais aussi auprès de la population pour expliquer les bienfaits de l'ivermectine pour lutter contre le SRAS-CoV-2. Okay. C'est quand même incroyable. Et je vais reprendre le terme en France, même dans les autres pays européens. Ils bombent le torse, nous sommes les meilleurs, les plus grands, les plus forts, nous savons tout et les autres n'y connaissent rien. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce que tu viens de nous expliquer, c'est nous qui n'en savons rien. C'est plutôt eux qui devraient nous expliquer. Nous, on n'y connaît rien, en fin de compte, puisque là-bas, ça fait déjà depuis 1975 déjà qu'ils connaissent l'ivermectine, qui apporte de bienfaits. Les preuves sont là, 70, 70 pour les Suisses, 70 en France d'études qui le confirment. Blachier le disait, quand il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'études, ils ont le mérite d'être quand même étudiés. Donc 70 études, c'est pas négligeable, hein, on est bien d'accord? Oui, 73 aujourd'hui. 73. Ouais. Alors voilà, finalement, quand on se pose la question, qui est le pays du tiers-monde réellement, quoi? Oui, vraiment. Puisque c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Didier Raoult qui dit depuis déjà pas mal de décennies, on n'a pas inventé de nouvelles molécules au niveau des laboratoires. On n'a rien trouvé pour l'instant et il existe d'anciennes molécules, la preuve avec l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc., qu'on pourrait mettre au goût du jour justement et voir ce qu'il pourrait apporter. Là, pour ce qui est de l'ivermectine, il n'y a pas photo. D'après ce que tu nous expliques, et les études et les preuves qui sont dans le livre. L'hydroxychloroquine, on peut en parler, évidemment. Mais aujourd'hui, avoir fait cette inoculation avec un produit ARN qu'on ne sait pas grand-chose, sans aucun recul, et là, des médicaments qui, eux, ont du recul, il n'y a pas photo, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. Justement, pour compléter cette information, pardon, au moment où l'ANSM bloque
Vous avez vu, je publie dans le livre la réponse de l'ANSM quand Maître Jean-Charles Tessèdre, qui est le porte-parole de l'association de médecins et de plusieurs associations de défense, de citoyens, de défense de victimes de la Covid-19, etc. Maître Tessèdre, pour Maître Tessèdre, au départ, cette affaire, elle était très simple. Il y a un médicament qui s'appelle l'ivermectine. Il y a des études qui prouvent, il y en avait une quarantaine quand il prend le dossier au mois de septembre 2019 en main. Et pour lui, obtenir une recommandation temporaire d'utilisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ce n'était pas un problème, puisque le médicament avait déjà, et non seulement il y avait des études qui prouvaient que le médicament était efficace contre le SRAS-CoV-2, mais il y avait déjà tout le passif du médicament avant, dans d'autres maladies, et y compris contre d'autres virus. Vous avez vu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, comme je le rappelle en quelques lignes dans le livre. Donc, pour lui, Maître Tessèdre, c'est incompréhensible, parce qu'il s'adresse, il pense que bon, c'est une démarche, je dirais, qu'il fait pour les médecins, en disant, évidemment, l'administration va donner son feu vert, il n'y a pas de problème, quoi. C'est quelque chose, et pas de réponse de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et c'est au point que Maître Tessèdre est obligé de procéder. Vous avez vu, j'explique toute la procédure dans le livre, devant le tribunal administratif de Paris, où sont convoqués donc le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, les représentants de l'ANSM, pour expliquer, quoi, dire expliquez-vous. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la procédure que j'explique dans le livre, mais vous avez vu que… Oui, tout est dit dans le livre. Mais par rapport à ça, il y a l'association Bon Sens qui s'est créée. Et l'association Bon Sens, tout à fait. elle est partie prenante du reste. Et qui s'exprime aussi par rapport à ce traitement-là. Oui. Donc, elle est pas… quand même Mais Maître Tessèdre, du reste, agit avec l'association Bon Sens. Travaillent ensemble, du coup. Oui, ils travaillent ensemble. Et quand ça vient au tribunal administratif de Paris, le ministre de la Santé ne se présente pas, le ministre de la Santé ne se fait pas représenter, le ministre de la Santé ne produit pas de conclusion. Alors imaginez un simple citoyen qui est convoqué par un tribunal, qui ne se présente pas, qui ne se fait pas représenter, qui ne produit pas de conclusion. Je doute qu'il soit traité comme un ministre. Alors après, vous avez donc… Alors le magistrat, bon, vous avez vu, il fait attendre pendant 1h30 en disant bon, le ministre va arriver, etc. Puis 1h15 ou 1h30, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. Enfin, et puis après, il rend un jugement, il renvoie, et, au lieu de reconvoquer les parties, il renvoie et il donne un jugement, la magistrate donne un jugement négatif. Ouais. Donc, Maître Tessèdre, après, va devant le Conseil d'État. Il a dit, puisque maintenant, on va prendre la direction du Conseil d'État. Il va quand même bien falloir que l'administration donne des réponses, parce qu'on en est là en France. Et ce n'est pas valable que dans le domaine de la Covid-19. Vous avez des gens qui se retrouvent dans des situations catastrophiques parce qu'ils n'ont pas de réponse de l'administration, ou qu'on leur envoie des photocopies de documents avec votre médecin conseil, etc., sans nom, sans rien. Donc là, c'est quelque chose… Alors, devant le Conseil d'État, ça se passe au mois de janvier, Maître Tessèdre dit, alors il arrive au Conseil d'État, là quand même, le ministère de la Santé se fait représenter et la NSM également. Et le Conseil d'État dit, écoutez, il faudrait quand même que vous expliquiez, que vous donniez une réponse aux médecins et aux associations qui demandent une recommandation temporaire d'utilisation. Le mois de janvier se passe, le mois de février se passe, le mois de mars, on est à la moitié du mois de mars, donc ça fait près de 3 mois, et l'ANSM ne répond toujours pas. Il faudra que Maître Tessèdre envoie 2 mises en demeure à l'ANSM, après être passé au Conseil d'État, pour qu'à la fin du mois de mars, donc 2021, l'ANSM donne sa réponse. Alors, vous avez vu la réponse, je la donne, je cite de mémoire. En gros, c'est il n'y a pas assez d'études scientifiques qui prouvent l'efficacité et la sûreté des médicaments pour accorder une recommandation temporaire d'utilisation. Je donne de manière précise l'extrait du courrier de la réponse de l'ANSM dans le livre. Mais savez-vous qu'au mois de mars, au moment où la direction de l'ANSM fait cette réponse, il existe quand même 68 études, dont 33 ont été vérifiées par des pairs,
et qui prouvent l'efficacité et la sûreté de l'ivermectine, avec pratiquement pas d'effets secondaires. Et l'ANSM, l'administration, se permet de répondre comme ça. Alors après, vous allez avoir 1500 médecins qui vont faire un mémoire, qui vont envoyer au ministre de la Santé, M. Olivier Véran. Alors, par la voix de Maître Tessèdre, il s'adresse au ministre, au médecin ministre, si j'ose dire, ou au ministre médecin, en disant, bon, il est ministre, mais c'est un confrère, il va quand même nous répondre. Et ces 1500 médecins font un mémoire. Vous avez vu, j'explique dans le livre, en gros, comment ça se passe, le contenu du mémoire, etc. Et là, pas de réponse. Pareil, pas de réponse du ministre. Ça voudrait dire que les décisions sont uniquement basées sur la hiérarchie et non sur les faits. Ah oui, oui, tout à fait, parce que alors vous allez avoir la réponse. Le ministère de la Santé renvoie, le ministre de la Santé renvoie au directeur général de la Santé. Ouais, c'est toujours, ils se renvoient tous la balle, en fait. C'est jamais personne. Voilà, c'est toujours voilà. Monsieur Jérôme Salomon et Monsieur Jérôme Salomon donnent une explication formidable que je donne aussi, formidable entre guillemets, bien sûr. Il s'était déjà distingué dans le port du masque, ce monsieur, au début de l'année 2020. Et là, il dit qu'il n'existe pas, tenez-vous bien, de lien hiérarchique entre la ANSM et le ministre de la Santé. Alors, quand vous savez, et donc, il renvoie les demandeurs, les 1500 médecins qui demandent des explications, il les renvoie, il leur dit de faire une autre procédure, etc., etc. Pendant ce temps-là, vous avez des gens qui sont malades, qui sont gravement malades et qui meurent dans les hôpitaux. Hein. Voilà. Et puis, il n'existe pas de lien hiérarchique. Il faut savoir quand même que l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a pour ministère de tutelle le ministère de la Santé. Alors, quand vous voyez un directeur général de la Santé qui écrit des choses pareilles, vous vous demandez sur quelle planète il habite. C'est exactement ce que je me demande. Je me demande vraiment sur quelle planète on habite. Ah, alors ça, moi aussi, tous les jours. Hein. J'ai même envie de dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Maïté, mais honnêtement, c'est un scandale. Et c'est bien le titre du livre. Hein. Complètement. Mais c'est pour ça que j'ai écrit comme ça. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ça veut dire que les dirigeants politiques de l'Union européenne et les dirigeants français principalement, parce qu'il faut, vous voyez les mesures gouvernementales qui sont prises, tout ce qui a été fait depuis 2 ans, à part peut-être le port du masque, bon, en proximité avec quelqu'un, tout ce qui a été fait, toutes ces mesures qui ont sabré le moral des Français, liquidé des très petites entreprises et des PME en difficulté, toutes ces mesures de contrôle de population, toutes ces amendes, tout ça aurait pu être évité en utilisant massivement l'ivermectine. Du reste, les pays qui ont utilisé l'ivermectine, vous n'avez pas de passe sanitaire ni de passe vaccinal. Hein. D'ailleurs, il y en a, pour certains, ça n'a pas échappé, comme par exemple en Inde, on a une personnalité là-bas qui a porté plainte. On va en parler de ça, et justement, ça a été jusqu'au ministère de l'Intérieur. Oui, vous avez plusieurs plaintes qui sont déposées, pas seulement en Inde, mais y compris en France. Alors, vous avez et en Europe, puisque vous avez actuellement une procédure qui est en cours devant la Cour pénale internationale contre plusieurs dirigeants, dont les dirigeants français, à savoir le président de la République, le Premier ministre et différents hauts fonctionnaires, et également le ministre de la Santé. Et vous avez également, faut savoir que vous avez plus de 1000 avocats qui sont engagés dans différentes procédures dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis, en Angleterre. Je veux dire, tous les pays où vous avez eu ces mesures un peu folles aujourd'hui, la population est en train de réagir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des militaires français, par exemple, qui refusent de se faire injecter le produit ARN, mais c'est valable aussi aux États-Unis, où vous avez des sapeurs-pompiers, des policiers, et des personnels soignants, mais aussi des membres des militaires qui refusent de se faire injecter, et qui non seulement refusent, mais il y a des plaintes qui sont déposées contre le président Biden et contre différents hauts fonctionnaires du ministère de la Santé. Par rapport, pas seulement au vaccin ARN, mais aussi par rapport aux mesures qui sont prises, qui sont des mesures discriminatoires. On entend parler du procès de Maître Fulmich, justement, en ce moment, qui devrait être le 21, donc dans 2 jours. Donc, ça comporte tous les aspects, en fait. Oui, tout à fait. Alors, selon les pays, si vous voulez, vous avez différents aspects, parce que tous les pays ne sont pas touchés de la même façon par des mesures
qui sont complètement inutiles et qui sont discriminatoires, hein, en plus, qui portent atteinte aux libertés fondamentales. Alors, il faut bien comprendre que pour maintenir ces mesures, c'est ça, hein, ils ont absolument besoin d'entretenir la peur, d'entretenir l'idée que le virus est là, qu'il va frapper, qu'une nouvelle vague va arriver. Le masque, pour voilà, qu'il y a voilà, quelque chose, exactement. les gens restent les uns des Donc, autres. si vous n'entretenez pas la peur, parce qu'ils ont besoin, en réalité, c'est un lobby qui travaille ensemble, de concert, au service de sociétés transnationales. Alors, vous retrouvez là-dedans quand même des dirigeants de l'Union européenne, et je parle pour la France, des dirigeants français. Il faut savoir que vous avez des rencontres qui se tiennent régulièrement chaque année, pas seulement chaque année du reste, mais aussi mais entre le président Macron, le Premier ministre, le ministre de la Santé et des représentants des principales firmes pharmaceutiques anglo-saxonnes. Vous avez aussi le cabinet McKinsey qui a été chargé d'une partie du développement de la campagne d'injection sur la France, cabinet qui, comme vous le savez, a été mis en cause et continue de l'être dans plusieurs affaires très graves, qui préfèrent payer des centaines de millions de dollars US états-uniens d'amende plutôt que de se retrouver dans des procès publics qui risqueraient de lui coûter beaucoup plus cher. Donc, vous avez tout un ensemble de personnes qui se connaissent bien, qui se connaissent depuis au moins les années 2007-2010, hein, qui se sont rencontrés au travers de différentes affaires, dans différentes organisations comme la commission Attali. Monsieur Macron a connu des dirigeants de Pfizer quand il a favorisé la vente l'achat par la société Nestlé contre le groupe Danone d'une filiale de produits alimentaires pour bébés qui appartenait au groupe Pfizer. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des relations qui se sont nouées et puis qui se sont tissées dans le temps, puisque bien évidemment, quand vous avez quelqu'un qui est président de la République, qui s'entoure de gens qu'il a connus dans la commission Attali, vous retrouvez des gens qui sont aujourd'hui impliqués ou qui sont à des postes de direction dans la campagne d'injection, dans tout le système de mise en place. Il n'y a rien de mieux qu'un cabinet comme McKinsey pour faire la promotion et la vente de produits d'une autre firme états-unienne qui s'appelle Pfizer, pour ne citer qu'elle. Hein. Après, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Hein. Oui. Ça va très loin. Mais vous voyez, il y a un ensemble de choses et vous avez une petite partie qui commence à sortir dans la plainte dont je vous parlais, la procédure qui est en cours, devant la Cour pénale internationale. D'accord. Moi, je voudrais vous lire un petit passage par rapport à ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, de t'expliquer, parce que je voulais que tu nous expliques de ce qui se passe actuellement dans ces pays-là, de l'Inde. C'est assez fort quand même. Juste lire un petit extrait qui va intéresser tout le monde et peut-être se dire il faut que je lis ce livre. Donc, voilà ce qui s'est passé. Alors, malgré le jugement de la Haute Cour de justice, les prises de position et surtout les résultats très positifs et incontestables obtenus par l'ivermectine, des dirigeants de l'OMS maintiennent leur campagne de désinformation contre le médicament ivermectine. Aussi, l'Indian Bar Association, l'association nationale du barreau indien, va-t-elle mettre en demeure la directrice scientifique de l'OMS à l'origine de cette décision, Soumya Swaminathan, de s'expliquer sur une campagne de désinformation contre l'ivermectine en supprimant délibérément l'efficacité du médicament ivermectine comme prophylaxie et pour le traitement de la COVID-19, malgré l'existence de grandes quantités de données cliniques compilées et présentées par des médecins et des scientifiques estimés hautement qualifiés et expérimentés. Puis, des plaintes sont déposées à l'encontre de plusieurs dirigeants de l'OMS, parmi celles-ci, une action en justice ouverte le 25 mai 2021 contre la scientifique en chef de l'OMS, accusée d'avoir causé la mort de citoyens indiens en les trompant sur l'ivermectine. Une autre, le 13 juin, vise également le directeur général de l'OMS et le directeur général des services de santé DGHS de l'Inde. Un autre encore, le 30 du même mois, est déposé par le secrétaire général du Conseil de sécurité des droits de l'homme, une Swaminathan, et d'autres pour leur complot et les infractions graves
commises contre l'humanité lors de la pandémie du Covid-19. En France, le président de la République, le Premier ministre, son ministre de la Santé et les dirigeants d'administration continuent à laisser s'aggraver la situation de malades qui pourraient être soignés et en laissant mourir d'autres en ne recommandant pas le traitement de l'ivermectine. Voici comment et pourquoi les autorités politiques et administratives de l'Union européenne et française ont empêché une utilisation massive du médicament qui permet de soigner le Covid-19 avec à la clé des dizaines de milliards de dollars de profit pour les sociétés transnationales US et les pharmacies, fabricants de vaccins, et un pourrissement de la vie des Français par une destruction économique et sociale dramatique du pays. Et en plus, on veut les emmerder. Oui, mais tout à fait. Voilà quoi. Si vous voulez, c'est criminel quelque part. Alors, dire si le président Macron, son Premier ministre Castex et le ministre Véran sont des criminels, ça, c'est un magistrat qu'il appartient de le dire. Après, si vous me demandez mon avis comme journaliste d'investigation, je pense que quand vous avez un médicament qui a fait ses preuves non seulement au travers de son historique, au travers d'études scientifiques dans plusieurs pays, mais également qui a fait ses preuves par l'utilisation qui en a été faite par des régions ou des pays entiers qui ont démontré que le médicament était sûr et efficace pour contrer une maladie comme la Covid-19, il est, je dis, criminel d'empêcher les gens d'avoir accès à ce médicament. Ça, je veux dire, c'est quelque chose. Mais vous savez, c'est la même démarche parce que M. Macron, le président de la République française, sert bien les intérêts des sociétés transnationales US. On a vu ce qui s'est passé avec l'affaire Alstom. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec la Covid-19, où ce sont des sociétés des États-Unis, des sociétés de conseil, des sociétés financières, des sociétés qui interviennent dans différents domaines du reste, pour s'approprier des marchés. Et dans le même temps, que fait le gouvernement Castex? Il bloque la diffusion massive de l'ivermectine. Et il bloque en même temps, ça c'est l'Union européenne pour le moment qui le fait, l'Agence européenne du médicament, qui depuis près d'un an maintenant bloque le vaccin russe Sputnik V, qui est un véritable vaccin qui est fait à partir d'adénovirus et donc qui est aujourd'hui… Alors c'est formidable parce que dans l'Union européenne, on bloque un vaccin, non seulement on bloque l'ivermectine qui permet de soigner de la Covid-19, mais on bloque un vaccin, le vaccin russe Sputnik V, qui est aujourd'hui utilisé dans 71 pays. Et qui a fait la démonstration de son efficacité, qui est un véritable vaccin. Parce qu'ils savent bien, ces gens-là, qu'à partir du moment où le vaccin Sputnik V serait sur le marché et où l'ivermectine serait diffusée massivement, mettez-vous à la place des Français. Ils vont se dire, mais pourquoi je vais prendre le risque, moi, de me retrouver à l'hôpital en me faisant injecter un produit expérimental, alors qu'il y a un médicament et un vaccin qui existent, qui ont fait la démonstration de leur efficacité. C'est de cela dont ils ne veulent pas. Et alors, quand on s'amuse comme ça à jouer avec la santé des gens, parce que c'est de ça qu'il s'agit, M. Macron a beau, comme il le dit, vouloir emmerder les Français qui ne se font pas piquer, qui ne se font pas vacciner. Moi, personnellement, je pense que cet individu, avec le langage qu'il emploie, d'abord, c'est un discours qui a été fait froidement, qui est indigne d'un président de la République. Et je pense que quelqu'un qui se comporte comme M. Macron et son Premier ministre Castex, on ne peut pas les qualifier de bienfaiteurs de l'humanité. Je les rangerais plutôt, je pense que ce sont plutôt des criminels, parce que c'est criminel de laisser mourir des gens et de laisser des gens en difficulté sur le plan santé quand on a les moyens de le soigner et qu'on bloque ces moyens de le soigner. Alors, un des gros trucs, c'est de dire « Ah, mais on n'empêche pas la diffusion de l'ivermectine ». Alors, c'est ce qu'explique Maître Tessel. Il dit « Je ne suis pas dupe, il faut arrêter de nous prendre parce que nous ne sommes pas ». D'un côté, on dit qu'on n'empêche pas la diffusion de l'ivermectine et de l'autre côté, vous avez le Conseil de l'ordre qui poursuit les médecins qui veulent prescrire l'ivermectine. Donc, c'est une situation, il va falloir que ça se termine, ça, d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas durer comme ça. Et c'est pour ça que c'est important, si vous voulez, des émissions comme celle que vous faites là sur l'ivermectine. C'est important de dire aux gens qu'il existe un soignant, qu'il existe un médecin, un médicament pour soigner de la Covid-19. Et parce que les gens, la plupart du temps, ne le savent pas. Ils ne peuvent même pas imaginer. Il n'y a rien, en fait.
Ouais. Et ils ne peuvent même pas imaginer qu'un médicament, qu'on enlève la possibilité de soigner un médicament. Ouais, mais c'est dingue. Hein. Bah, même des médecins, hein. Il y a des médecins à qui j'ai parlé de l'ivermectine. Ils m'ont dit, mais non, ça, c'est pas vrai. Il y en a d'autres qui, Oui, mais sont. c'est parce il faut qu'ils sortent un peu de chez eux. Mais il y en a plein qui, enfin, pas plein, j'en ai rencontré une qui m'a dit, mais non, ça, c'est pas vrai. Il faut qu'elle Les sorte un peu médecins, de ils chez sont censés elle. être au courant, quoi. Ouais. Faut la mettre dans un avion pour le Japon et puis lui faire lire les revues scientifiques. Et lui faire lire les revues scientifiques. Non, parce que c'est un problème aussi. Hein. Ça ne concerne pas que les médecins, ça concerne toutes les professions. Mais c'est particulièrement grave dans le domaine de la santé. On se dit, c'est la question de la mise à jour des connaissances, je veux dire. C'est ça. Parce que vous voyez, entre le moment où je commence l'enquête, c'est-à-dire à la fin de 2019-2020, et puis la fin de l'année 2021, nous sommes passés de 40 études sur l'ivermectine à 73 aujourd'hui. Vous voyez ? Ouais, donc ça a presque doublé en fait. Ça a presque doublé. Et toutes les études sont concordantes et vont dans le même sens. Alors, quand vous rencontrez un médecin comme ça, il ne faut pas hésiter à lui mettre un médecin. Vous lui conseillez d'acheter le livre. Ah oui, oui, oui. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle fera la démarche. Hein. Si c'est vraiment un médecin qui est réticent. Un médecin, ça doit avoir l'esprit ouvert, ou alors faut qu'elle rentre dans les ordres. Dans un monde parfait. Mais ça va même plus loin dans la truanderie, hein, si je puis l'exprimer ainsi. Les médecins ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas le prescrire. Quand on leur en parle, ouais, on veut ça, machin, pour X raisons, pour des raisons légitimes, hein, pour certains, évidemment. Mais ça va même plus loin parce que quand, malgré tout, vous arrivez à avoir une prescription par votre médecin, vous vous présentez à la pharmacie. Là, c'est un autre parcours du combattant. Ça bloque aussi, quoi. Ça bloque dans les pharmacies. Ils font blocus. C'est quand même incroyable. Qu'on n'arrive pas, les gens n'arrivent pas. J'ai beaucoup de témoignages en ce sens-là, où les gens ont une prescription médicale, vont à la pharmacie, et à la pharmacie, on leur dit non, niette. Oui, mais vous savez pourquoi ? Il faut dire que c'est pour le chat. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui jouent. C'est parce que vous avez aussi l'idée, pour ces gens qui n'ont pas mis leurs connaissances à jour, que l'ivermectine est un médicament antiparasitaire. Ouais. Ils en sont restés là. Ouais. Alors, la prescription pour les animaux aussi. Vous avez des pharmaciens qui connaissent, hein, qui savent que l'ivermectine est efficace, etc. Je veux dire, les études sont là. Mais il n'y a pas que les études scientifiques. Je veux dire, à tous ces détracteurs, il faut leur dire, mais regardez l'Inde, regardez le Japon, regardez les États des États-Unis qui ont utilisé l'ivermectine. Alors, et ce sont pas Eh oui, non, mais attendez, ça, c'est l'expérience concrète, c'est le terrain là qui remonte. Hein. Oui. Quand vous voyez le cas du Japon, un pays moderne, plus moderne que la France par bien des aspects et plus ouvert sur le monde, et que vous voyez la concentration de population et comment la mobilisation du corps médical a réussi à endiguer la maladie et à en venir à bout, je peux vous dire qu'il y a quelques médecins en France qui peuvent aller faire des stages au Japon. Hein. Maïté, à ton avis, combien que ça coûte de l'ivermectine ? Moi, je dirais 2 € la boîte, peut-être un truc comme ça. 2 € la boîte, il y aurait combien de comprimés ? Peut-être 5 francs suisses. 5 francs suisses pour 30 comprimés. J'en sais rien, en fait. J'ai ça complètement oublié. On va demander. Mais je pense que c'est très, très, très bon marché. Il a la réponse. C'est entre 10 et 20 peut-être. Je n'ai pas le prix exact, mais c'est entre 10 et 20 €. Ah oui. Pour une boîte de combien ? De combien de comprimés ? Ça doit être 10 ou 20 comprimés, je ne sais plus qu'il y a dans la boîte. Mais un traitement, c'est combien ? Le traitement, en général, c'est une semaine. Alors, ça dépend si vous le prenez. Attendez, parce que le dosage dépend si vous le prenez sous la forme prophylaxique, c'est-à-dire à titre préventif. Je pense notamment aux infirmières, sages-femmes, soignants qui se trouvent dans les EHPAD, dans les maisons de santé, etc. Vous pouvez le prendre pour vous protéger, parce que c'est un médicament qui protège. Et comme vous pouvez le prendre pour traiter. Donc, les doses sont différentes selon la manière pour laquelle vous utilisez le médicament et comment vous le traitez. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi des dosages au niveau de l'ivermectine selon l'emballage. On a du 3 mg, du 12 mg. Voilà, donc en fait, en traitement d'appoint, c'est quoi qu'il faut prendre vraiment ? Non, mais ça, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je ne suis pas médecin. Non plus. Ça, par curiosité.
Et je ne peux pas, non, ça, je ne peux pas vous répondre à ça. Comme je le disais là à l'instant, le dosage et la prise, parce que des fois c'est en une prise et des fois c'est en prise régulière plus petite, ça dépend si vous le prenez à titre préventif ou curatif. Oui. Voilà. Et ça, c'est aux médecins d'expliquer. Mais là, les médecins, il y a beaucoup de médecins qui doivent se mettre à jour aussi là-dessus parce que vous savez, c'est pas assez catastrophique ce que l'on vit par bien des aspects, hein. Mais c'est aussi intéressant en termes de manipulation des foules, parce que quand vous voyez qu'il y a un médicament, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un pouvoir politique, qui soit celui de l'Union européenne, et même des dirigeants français, quelles que soient leurs opinions politiques, et la classe politique dans son ensemble, hein, à peu de choses près, quand vous voyez le comportement, mais ne se mobilisent pas pour défendre ce médicament qui existe. Je veux dire, alors les médias ne veulent pas en entendre parler parce que en parler pour eux, c'est reconnaître que depuis 2 ans, ils dissimulent qu'il existe un médicament qui existe. Ils dissimulent. Ça voudrait dire admettre qu'on qu'on a caché la vérité d'une certaine Voilà. Alors, on l'a caché volontairement ou pas, mais c'est à eux de chercher. Quand on est journaliste, on s'intéresse aux choses. Moi, si je me suis intéressé sur l'ivermectine, c'est parce que quand j'ai vu les études scientifiques et ce qui se passait dans d'autres pays, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et au départ, c'est en vérifiant les informations que j'ai vu qu'effectivement, quelle était la réalité de ce médicament. Ouais. Et comme les journalistes qui ne sont pas indépendants sont aussi financés par les États, du coup, c'est orienté. Ah bah, c'est-à-dire, si vous voulez, quand vous êtes journaliste d'enquête, déjà, ce sont des enquêtes qui demandent du temps. Donc, il faut que le journal… Comment ça s'est passé, le déroulement de l'enquête? Quand vous travaillez pour un journal. Alors moi, c'est différent parce que moi, je suis indépendant. Donc, c'est moi qui finance mes enquêtes, les déplacements, etc. Parce que, bon, c'est beaucoup d'interviews. Alors, dans cette période de crise, j'ai pu régler beaucoup de choses aussi avec des visioconférences. Mais ça fait gagner aussi du temps. Et si vous voulez, bon, c'est plus facile. J'ai conservé ma liberté. Bon, la liberté a un prix comme toujours, mais ça me permet d'écrire ce qu'aucun journal français n'a publié aujourd'hui. Alors attention, je parle des médias, de la presse politique et d'information générale, c'est-à-dire les hebdomadaires et quotidiens. Je ne parle pas de la presse spécialisée, parce que quand vous vous intéressez à la presse spécialisée française, que ce soit la presse scientifique, la presse financière, la presse économique, vous trouvez souvent sur différents aspects de la crise sanitaire des articles très intéressants. Par exemple, un journal auquel on ne pense pas forcément, Industrie et Technologie, qui est un journal qui est spécialisé sur les questions des nouvelles technologies dans le secteur des industries. Et vous avez eu des articles très intéressants sur des sujets très divers comme les tests PCR, le port du masque, etc. Et avec des articles qui étaient vraiment accessibles et expliquant des choses que les médias généralistes ne traitent pas. Vous voyez, la presse d'information politique et générale ne traite pas. De même, vous avez après des revues scientifiques, mais qui sont également accessibles. Et vous avez un travail important qui est fait par les journalistes scientifiques du journal du CNRS. C'est CNRS le journal. Je le dis pour ceux que ça intéresse. Vous faites www.cnrs le journal et vous avez là des journalistes scientifiques qui font des articles. Alors, ce sont soit des interviews, soit des reportages, bien souvent des interviews de chercheurs qui interviennent dans différents domaines, mais où c'est très intéressant parce que les questions sont, pour quelqu'un qui n'est pas du milieu comme moi, si vous voulez, c'est accessible, il y a toujours des explications sur les termes scientifiques qui sont employés, et c'est vraiment CNRS le journal, une des références, bon, comme vous avez d'autres journaux après, notamment dans les pays anglo-saxons principalement. D'accord. Okay. On va parler un petit peu du livre, pas ce qu'il a dedans, mais le livre en lui-même. Donc, il est paru aux éditions IS Éditions. IS Éditions. Voilà, IS Éditions, pour un prix modique de 17,95 €. Il faut savoir que tu ne touches pas grand-chose, toi, pour ce livre. Oh bah écoutez, oui, parce qu'il y a toujours des gens qui pourraient penser que le journaliste a fait le livre pour se faire de l'argent parce qu'il y a une crise, etc. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, sur 17,95 €, je devrais toucher 1,79 € par livre, sur lequel il faut que j'enlève
les cotisations sociales, etc., etc. Donc, ça fait en gros 1,20 €, 1,50 € par livre, quoi, vous voyez. Parce qu'il faut comprendre que l'éditeur, il a, lui, aussi des charges à payer. Il faut savoir que vous avez tous les intervenants au niveau de la maison d'édition, c'est-à-dire vous avez le relecteur, vous avez le correcteur, vous avez la maquettiste, vous avez après, surtout qui coûte très cher à la maison d'édition, c'est tout ce qui est diffusion de livres et librairie. Parce que le livre est diffusé par Hachette Livre, avec laquelle IS Édition a un contrat. Alors, ça a un avantage, c'est qu'avec Hachette Livre, en général, les livres sont en vente dans toutes les bonnes librairies. Vous le demandez diffusé par Hachette Livre, vous demandez le scandale ivermectine à votre libraire, je veux dire, dans 3-4 jours au plus, vous avez le livre. Bon, alors après, le livre est diffusé aussi, mais bon, si vous voulez, c'est aussi une part importante. Il faut savoir que les libraires prennent près de la moitié du prix du livre, pour le mettre près de la moitié du prix du livre pour le mettre en vente. C'est en gros 40 à 50% la diffusion et la diffusion du livre par les librairies. Alors après, vous avez également le livre est diffusé en format numérique sur des plateformes de vente par correspondance. Alors je pense à la Fnac.fr, Amazon, etc., où vous avez là une possibilité d'accès au livre très rapide, puisque bon, quand vous commandez le livre sur Amazon, je veux dire, vous l'avez en 2-3 jours maximum, quoi. Et vous avez différentes… La Fnac aussi. La Fnac, c'est plus long. Moi, j'ai testé également. J'ai fait des tests parce que je vérifie comment se passe la diffusion du livre. C'est un peu plus long. C'est pas prêt, c'est moins bien présenté. C'est pas pareil, si vous voulez. C'est pas le même… Et vous avez accès donc aussi sur les sites de vente par correspondance aux fichiers numériques. C'est-à-dire que vous pouvez acheter le livre en fichier numérique. Bon, moi, personnellement, je suis papier. J'aime les choses authentiques et j'aime bien le papier. Alors, je ne sais pas si c'est ma génération ou quoi, mais j'aime bien travailler avec le papier, surligné, marqué. Oui, c'est un compagnon, le livre. Ce n'est pas un écran plat seulement. Il y a des odeurs, il y a des trucs. Quand on tourne des pages, on dit « Ah tiens, quand on a fait ça, il faut que je recontacte un tel. Tiens, je l'avais oublié celui-là. » Il y a une présence physique avec le livre papier pour moi que je ne retrouve pas au travers de l'écran. Moi, j'ai les deux, moi. J'ai les deux pour des raisons que tu sais, tu connais. Oui. Voilà. J'ai eu quelques soucis avec mes lunettes. Ça a été compliqué pour lire ton livre. Mais je me suis quand même régalé. Moi, j'ai envie de parler de ce livre, pas comme un livre. C'est plutôt un guide pour moi. Je crois que quand les gens auront lu ce livre, ils auront déjà envie de le relire. Et éventuellement même de le relire encore. Je crois que c'est ce qui s'est passé aussi. Ah non, moi je l'ai lu qu'une fois. Et tu n'as pas envie de le relire? Je le relirai en version papier parce que je l'ai lu en PDF. Parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue d'avoir besoin de le relire, de réimprégner mais de toute façon, c'est le genre de livre qu'on ne comprend pas tout à la première lecture et qu'il faut revenir sur certains passages. On ne comprend pas tout. Alors, je vais vous dire une chose. Le livre, vous l'avez remarqué, n'est pas construit par chapitre. Exactement. Ouais. Exactement. Il est construit par question. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avançais dans l'enquête que je faisais, je me mettais à la place du lecteur et je me disais, attends, si je suis à la place du lecteur, pourquoi est-ce que ce dont je parle, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le gars, il va se poser la question. Déjà, il va dire, quand on dit l'ivermectine a été bloqué en France par l'administration, comment c'est possible, un médicament efficace bloqué par l'administration? Donc là, je reviens sur la bataille de Maître Tessèdre avec les associations de médecins, avec l'association Bon Sens, les associations de victimes de la Covid-19, etc. etc. Par exemple, au début du livre, quand j'explique ce qu'est l'ivermectine, alors je cite la présentation qu'ont fait les médecins qui travaillent avec Réinfo Covid. Et quand je suis arrivé à la fin de la présentation, je me dis, attends, moi je ne suis pas un scientifique, je relis ce que j'ai écrit, je relis ce qu'a écrit Réinfo Covid et je me dis, moi, je suis un lecteur lambda, je veux savoir ce que c'est que l'ivermectine. Là, j'y comprends rien. Là. Elle parle de molécules, de trucs, de protéines spike, etc. Et j'ai donc cherché, je me dis, je suis à la place du lecteur, ça, j'y comprends que dalle. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fait une autre question qui vient après la présentation de Réinfo Covid, qui est la présentation scientifique. Et en dessous, je fais la présentation qui est faite par le professeur Alessandro Santin, qui est le directeur du centre de la recherche de l'université de Yale aux États-Unis
et qui a été interviewé par un confrère italien, et où il explique très simplement qu'est-ce que l'ivermectine, comment ça fonctionne, mais sans rentrer dans des termes compliqués et scientifiques, où il explique très simplement que l'ivermectine, en réalité, son processus, le process, c'est de faire barrière entre le virus et les cellules, de manière à ce que le virus n'infecte pas les cellules. Et c'est pour ça qu'il explique après pourquoi aussi l'ivermectine est efficace contre les différents variants du virus SRAS-CoV-2. Donc, si vous voulez, j'ai construit le livre en me mettant à la place du lecteur, en me disant ce truc est tellement gros, je veux dire, expliquer aux gens qu'il existe un médicament pour les soigner et que ce médicament est mis de côté au profit de produits expérimentaux ARN, de piqûres pour lesquels il y a toute une campagne qui est faite avec des milliards d'euros qui sont dépensés inutilement, et qu'à côté, il y a un médicament qui coûte entre 10 et 20 euros qui permet de soigner simplement. Je dis, les gens ne vont jamais croire ça. Donc, j'ai eu la nécessité pour le journaliste, si vous voulez, d'expliquer pourquoi et comment les choses. Et j'ai essayé, si vous voulez, de me mettre dans la peau du lecteur et de me poser les questions que pourrait se poser le lecteur en lisant le livre. Voilà. Et en y répondant à chaque fois, bien sûr. Ouais, mais je pense que dans la tête de pas mal de personnes, ils se disent que c'est trop gros, en fait, pour être possible, ce genre de choses. Ça paraît trop énorme, en fait, comme… C'est pour ça que je donne beaucoup de faits et de sources, si vous voulez, notamment sur les études, sur les organisations qui publient, parce que j'ai vérifié aussi ça, les sources, je veux dire, j'ai pratiqué comme je fais toujours dans mes enquêtes, hein, c'est le triptyque du journaliste d'investigation, c'est partir sans a priori, c'est-à-dire ne pas avoir une idée en tête, l'ivermectine est bonne ou l'ivermectine est mauvaise. Je pars sur un terrain neutre, qu'est-ce que c'est que ce médicament, ne faire confiance à personne et vérifier toutes les sources. Ouais, voilà. Tout à zéro, en fait. Alors moi, je l'ai lu, ce livre, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. On apprend, vraiment, on apprend. Franchement, je ne peux que vous le conseiller parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup de questions que vous vous posez. Les réponses sont là. Et d'ailleurs, si je devais retitrer ce livre, si tu me le permets, Jean-Loup, bien sûr, oui. je dirais simplement toutes les questions que vous vous posez sans avoir osé le faire, sans avoir osé le demander. Tout ce qu'on peut, c'est imaginer toutes les questions qu'on se pose sans oser le demander. Tout est là. Vous allez feuilleter ce livre. C'est une aventure, c'est une enquête avec des explications, avec des sources, avec tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on attend d'une enquête. Franchement, j'ai adoré ce livre. Franchement, j'en reste pas… comment dire, on ne peut que rester différent après avoir lu ce livre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on découvre, beaucoup de choses qu'on se pose comme question. Et puis, pour revenir aussi sur l'ancien livre, enfin, le livre d'avant qu'on avait présenté avec M. Janvier, le virus et le président, ça va pouvoir aussi donner des réponses pour ce précédent livre que des gens ont pu se poser comme question. Alors, j'encourage vraiment les gens à acquérir ce livre d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment pas pour s'enrichir. Nous, Agora TV, on n'a pas d'action là-dessus, on ne gagne rien. Ah non. Vraiment, absolument rien. C'est vraiment un plaisir pour moi, pour nous, pour Maïté et toute l'équipe d'Agora de présenter ce livre et d'avoir pu t'interviewer et avoir tes impressions. En aucun cas, on est là pour donner notre impression, nous, personnellement, notre opinion, parce que ce n'est pas notre rôle, Agora TV, d'avoir une opinion, mais on va laisser les Agoraciens et les Agoraciennes de faire leur propre opinion. Voilà. Se faire leur L'important, c'est de pouvoir en parler, puis de pouvoir donner des autres, justement, visions, et que ça ouvre le débat, en fait. On n'a pas la vérité absolue. Du reste, je tiens à vous remercier de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer, parce que pour vous donner une information sur ce sujet, il faut savoir que la maison d'édition, IS Édition, a envoyé la présentation du livre à tous les médias français. Bon, alors peut-être que ce n'est pas arrivé, mais tous les rédacteurs en chef l'ont eu. Alors peut-être que ce n'est pas arrivé au bon rédacteur en chef ou que d'autres l'ont pris en cours de route. C'est parti dans les spams. Mais c'est quand même voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas de chance. C'est quand même arrivé à pas de chance. C'est vraiment ça, c'est les spams. Et pour vous dire que il y a aucun, le seul média national français qui a fait une enquête et qui, je pense, va continuer, c'est la revue Nexus. Oui, Nexus. D'accord, ouais. Ça doit paraître, je pense, le mois prochain.
et où j'ai eu vraiment un bon contact avec l'équipe de Nexus et c'était vraiment intéressant parce qu'ils ont une démarche d'enquête vraiment dégagée de toute pression. C'est un journal sans publicité avec vraiment des journalistes qui s'engagent vraiment sans compter les heures pour réaliser une revue vraiment de qualité. Et on les salue. Les agoraciens peuvent la consulter sur le site www.nexus.fr. Et c'est vraiment une revue avec laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer. Et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Et nous voilà. Aussi, et je voulais remercier aussi parce que malgré ça, j'ai aucune. C'est le seul média vraiment qui s'est pour le moment engagé, vous voyez, au niveau national. C'est pour vous dire la difficulté de faire avancer les choses. Mais ça sera avec plaisir qu'on va relayer aussi Nexus, qui sont des collègues et qui travaillent aussi très, très, très bien, ont un excellent travail. Et quand, à leur tour, ils t'auront dans leur plateau, ou je ne sais pas comment ça va se passer, ça sera un grand plaisir qu'Agora TV les relayeront. Mais avec vraiment, vraiment du plaisir. On se réjouit aussi de voir le prochain livre avec les questions, oui. 40 questions aussi. C'est la suite du thriller. J'ai hâte d'avoir le prochain. Alors, le prochain, on a procédé un peu de la même manière que j'ai procédé avec l'ivermectine, c'est-à-dire qu'on a fait un peu sous forme de fiches techniques, 40 fiches techniques, 40 questions, mais ce ne sont pas vraiment des fiches techniques, c'est-à-dire que ce sont des chapitres plus ou moins longs et chaque chapitre est une question. Et pour répondre à cette question, nous faisons intervenir des scientifiques, des chercheurs du CNRS, des chercheurs de l'INSERM, des organisations comme bonsens.org et InfoCovid, mais aussi pour les questions de droit, pour que les Français les gens puissent se défendre, des avocats, des juristes que nous avons interviewés, qui donnent leur appréciation sur le pass vaccinal, le pass sanitaire, comment s'opposer à l'entrave à la liberté de circulation aujourd'hui, parce qu'il y a des gens, je reçois des témoignages, moi, de personnes qu'on empêche de rentrer dans les hôpitaux. Je veux dire, c'est des choses absolument scandaleuses. Donc, on donne des numéros de téléphone, qui contacter en cas d'urgence, on vous empêche de rentrer dans un hôpital, on vous empêche de rentrer dans un restaurant, comment faire tout de suite, que faire, etc. Donc, on donne, si vous voulez, un tas d'indications pratiques pour aider les gens dans la vie de tous les jours et en même temps des informations alors, sur les aspects essentiels de la COVID-19, c'est-à-dire le virus, pourquoi déjà il s'appelle comme ça? Est-ce qu'il est aussi dangereux que le disent les médias? Les masques, combien coûtent les mesures gouvernementales aussi, c'est bien de le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de députés ou de parlementaires en France qui s'en préoccupent. Les différences, quelle différence existe-t-il entre un produit ARN et un vaccin? Les entraves et puis aussi tous les chiffres qui sont diffusés par le ministère de la Santé, que valent-ils exactement? Donc, il y a un tas de questions, si vous voulez, que nous posons et auxquelles nous faisons apporter la réponse par les gens qui sont concernés sur différents aspects de la crise de la COVID-19. Ouais, donc, 40 questions aussi. C'est ça, c'est 40 questions que vous avez mis. COVID-19, l'essentiel en 40 questions. Parce que le livre que vous aviez écrit sur les banques, le crash des 40 banques, c'était aussi 40. Oui, c'était aussi 40. C'est marrant, quand même. Hein. Vous avez des conflits d'intérêts avec le chiffre 40. Oui, c'est vrai, je dois avoir des affinités avec le chiffre 40. Il va y avoir un truc. Ouais. Je vais reprendre ce que je lis sur la couverture, parce que c'est très important et c'est normal de le dire. Voilà. Jean-Loup Isambert, journaliste d'investigation indépendant, Jean-Loup Isambert a consacré 30 années de journalisme à enquêter sur les secteurs économiques, financiers et politiques. Son indépendance, son engagement et sa rigueur lui ont permis de produire plusieurs ouvrages essentiels sur le cercle du pouvoir et les réseaux financiers internationaux. 30 ans, même plus. Je vais fêter au mois de février prochain, mes 50 ans de journalisme. 50 ans de journalisme. C'est un métier passion, alors. Je voulais le souligner parce que, voilà, Jean-Loup Isambert n'est pas novice, n'est pas quelqu'un qui… Tiens, je sais un pas petit quoi jeune faire qui ce matin, débute. 50 ans de journalisme. Ça a quand même le mérite d'être souligné, d'être dit. Et je crois que quand on a quand même 50 ans derrière soi, on a quand même du crédit à avoir envers les autres et à pouvoir avoir de la confiance, je crois. Et moi, je te fais confiance.
Bah, je te remercie de cette appréciation qui me va droit au cœur. Et tu sais, je dois te dire que je reçois beaucoup de témoignages en ce moment de gens qui ont lu le livre et vraiment des choses qui vont droit au cœur, quoi. Bravo, c'est génial ce que vous avez fait. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Comment peut-on faire connaître le livre? J'ai lu votre livre, etc. Je veux dire, pour le journaliste d'investigation, c'est l'une des satisfactions, c'est une satisfaction importante parce que c'est la remontée de terrain, si vous voulez, et ce sont des gens que je ne connais pas et qui envoient vraiment des messages touchants. Et bon, ben, j'ai le sentiment que j'ai contribué, comme tu le disais, Maïté, tout à l'heure, à ouvrir ce débat, au moins sur la France, quoi, à faire que ça aille un peu plus loin, puisqu'il y a déjà, bon, comme je l'explique dans le livre, des gens qui sont engagés, des associations, Bon Sens, Réinfo Covid, quelques élus, quelques parlementaires, à l'exemple de Martine Bonner et d'autres, hein, mais aussi les avocats qui ont donné, beaucoup d'avocats qui ont donné l'exemple, bon, Maître Jean-Charles Tessel, Maître Guyon, Maître Brusa, et j'en passe, hein, il y en a, mais qui sont vraiment aux premières loges pour la défense des libertés fondamentales, quoi. Et ce sont des témoignages qui sont importants pour le journaliste par rapport à la qualité du travail et puis pour la suite aussi. Donc, il est facile à trouver ce livre. Moi, je vous dis, vous allez sur Google, par exemple, vous tapez le titre et vous allez voir les différentes plateformes possibles et inimaginables pour vous le procurer. J'avais discuté avec toi hier soir, on avait même rigolé. Je t'avais dit, ouais, fais attention, les gens ils peuvent penser, ouais, les GAFA, etc. Tu mets ton livre en vente pour être pas apprécié. Mais tu m'as sorti une histoire qui m'a convaincu et j'aimerais bien que tu nous la racontes. Ouais. C'est une histoire de lavabo, on est d'accord. Oui. J'ai adoré ton histoire. Oh, écoute, c'est vraiment une histoire tout bête. Le livre est diffusé, mes livres sont diffusés sur les plateformes de vente par correspondance et notamment par Amazon parce qu'il est en version papier et en version numérique, mais aussi parce que comme les médias n'en parlent pas, c'est pour moi un moyen de contourner la censure, si tu veux. Mais je me suis aperçu que, alors au risque de déplaire à certains, qu'avec Amazon, j'arrivais à trouver des choses que je devrais normalement trouver dans des commerces de proximité que je n'arrive pas à voir. Alors, ça m'est arrivé avec des livres, ça m'est arrivé avec des disques, des CD, avec des films, des DVD, et ça m'est arrivé tout bêtement avec une bombe de lavabo. Voilà, je vais vous raconter l'histoire de cette bombe de lavabo. Une vasque. Une vasque avec une bombe toute simple, chromée simplement. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, trop vieille, elle pète. Donc, il faut que je change. Donc, je vais évidemment, chez le quincaillier du coin. Il me dit, oh non, ça, je ne pourrais pas l'avoir, etc. Ça se fait plus. Bon. Après, je vais chez un représentant qui distribue des produits sanitaires. Il me dit, oh non, ça, je ne peux pas l'avoir, c'est une trop petite pièce, etc. Ça a l'air bon, alors, je vais trop trouver ça. Donc, je vais dans un. Je tairai le nom, je fais deux centrales d'achat qui sont importantes, qui sont spécialisées sur le bricolage, où je me dis, là, j'ai quand même trouvé, c'est une bombe de lavabo en chrome, d'accord, mais toute simple, il n'y a pas de dessin dessus, rien du tout, tu vois. Le truc, c'est pour aller dans une belle vasque comme ça, et il y a cette bombe au fond. Putain. Et là, impossible de trouver la bombe. Je me dis, bon, je vais aller chez un spécialiste quand même, je vais chez un grossiste qui représente les produits, qui vend des produits du sanitaire. Alors lui, il avait la bombe, mais alors, il voulait me vendre le siphon et puis tout l'appareillage avec. Ah ouais, d'accord. Il s'est dit, tant qu'à faire, autant y aller, quoi. Excellent. Gentil. Je vais quand même pas acheter 80 ou 100 euros l'ensemble du système pour une bombe de lavabo. Et alors, en m'amusant, mais alors vraiment sans y croire, je me dis, tiens, en rigolant, parce que je tournais la situation en dérision, je me dis, tiens, je regardais sur Amazon. Et je tape Amazon et je trouve la bombe de lavabo. Oh, ça a duré quoi 5 minutes. Je l'ai reçu 2 jours après, coût de l'opération, 6 euros. C'est incroyable. Hein. Excellent. Voilà. En fait, voilà. Alors, ça m'a fait sourire, mais c'est pour vous dire aussi que des fois, il y a quand même des choses qui sortent de la normale. Bah oui. Et voilà, on ne peut pas le trouver là où on devrait le trouver. Ouais. Au livre, on le répète encore une fois,
c'est de l'approcher, le scandale de l'ivermectine. Tous les moyens sont bons pour l'avoir, ce livre, même s'il faut passer par Amazon, ma foi. Alors, ce que je veux préciser, si tu permets, Rafi, il est diffusé aussi par l'éditeur sur le site www.is-édition.com. Voilà. www.is-édition.com. Édition au singulier.com. Voilà. Oui, tout à fait. Alors là, il est diffusé aussi en livre papier et livre numérique. Et puis, j'ai eu l'éditeur qui est vraiment très sympa. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, s'il nous regarde. Vraiment très sympa. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Très charmant. Qui a quand même une sacrée connaissance. Hein. Oui, il faut dire qu'avec Harald Benoliel, qui a fondé la maison IS Édition, nous avons eu un beau contact et j'ai pour lui, au-delà, ce qui peut parfois nous séparer, un profond respect. Parce qu'en 2015, quand j'ai sorti la première partie de mon enquête sur des réseaux criminels protégés par l'État français, c'est-à-dire c'était l'époque, vous savez, 2015, où vous aviez M. Sarkozy, puis après il y a eu M. Hollande qui succédait pour faire de grands discours sur la lutte contre le terrorisme. Eh bien moi, mon enquête que j'ai menée depuis les années 90, où j'apporte preuve à l'appui que des dirigeants et des hauts fonctionnaires français du ministère de la Justice, du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères ont protégé politiquement, diplomatiquement des groupes terroristes qui étaient recherchés par Interpol pour association à une organisation extrémiste de terroristes. J'ai fait le tour, après avoir fait le tour de tous les hebdomadaires de la place de Paris, j'ai fait le tour, dont aucun n'a publié, bien sûr, j'ai fait le tour de plusieurs maisons d'édition. Et parmi ces maisons d'édition, il y avait IS Édition que je ne connaissais pas. Et je me suis intéressé à IS Édition parce que j'ai vu que Harald avait fondé au départ sa maison sur le livre numérique. Et pour moi, le livre numérique, si vous voulez, c'est un moyen de contourner la censure dont je suis l'objet en France. Parce que vous avez, comme vous le savez, ça m'arrive de faire des fois, ça m'est arrivé de collaborer et de faire des émissions avec des médias à l'étranger, en Suisse, en Fédération de Russie, en Allemagne, en Finlande, en Angleterre. Mais en France, c'est très difficile parce que ça gêne le pouvoir politique, ça gêne un tas de… Moi, je travaille avec les faits, alors que quelqu'un qui soit impliqué, par exemple, dans la protection de groupes terroristes, qui soient de gauche ou de droite, pour moi, ce n'est pas important, ça. Moi, ce qui m'importe, c'est le fait. Ce monsieur a-t-il, oui ou non, protégé en France telle ou telle personne, ou une vingtaine de personnes, et pourquoi pas une trentaine, qui étaient à l'époque recherchées par l'Organisation internationale de la police criminelle pour association à une organisation extrémiste de terroristes. Oui, il était associé. Alors, j'ai vécu des moments formidables parce qu'avant 2015, Monsieur Hollande arrive au pouvoir en 2017, 2015, c'est Monsieur Sarkozy. Et quand j'en parle avec quelques amis autour de moi, les uns me disent « Ah oui, mais tu sais, c'est la droite qui est au pouvoir, tu devrais taper que sur la gauche. » Alors après, quand c'est la gauche qui est au pouvoir avec Monsieur Hollande, les mêmes me disent ah, « Tu sais, ouais, il est bien, ton enquête, elle est géniale, mais tu n'arriveras pas à publier, c'est la gauche qui est au pouvoir. » Tu devrais taper sur la droite. Alors, je dis, écoutez, les mecs, vous êtes bien gentils, mais moi, je suis journaliste d'investigation, je ne mange pas de ce pain-là. Donc, je continue mon enquête et j'ai terminé mon enquête, y compris en la faisant, en allant la faire en Espagne et puis au Maroc pendant plusieurs années. Quelques années, parce que l'essentiel des filières de recrutement, j'ai remonté une filière, je ne sais pas si vous avez eu le livre qui est paru sous le titre 56, partait de Belgique, France, Espagne et Maroc. Et après le Maroc, ils allaient soit sur l'Afrique, soit ils étaient dispatchés déjà pour préparer le renversement du gouvernement de M. Ben Ali en 2011, après la Libye, après l'Égypte et après la Syrie. Donc, ces gens venaient par cette filière. Et c'était intéressant de les suivre. Je raconte, je ne sais pas si vous avez vu le livre, mais quand vous le lisez, quand vous voyez les gars qui prennent le ferry à Tarifa, au sud de l'Espagne, qui sont des jeunes, 25, 35 ans maxi, pour aller être recrutés. Il y a des gens qui les attendent de l'autre côté. Bon, j'explique tout ça dans le bouquin. Et Harald a été le seul éditeur
parce qu'il y avait des risques quand même, hein, parce que quand on dénonce la présence en France d'un réseau de criminels recherchés par Interpol, protégés par le pouvoir politique français et quelques hauts fonctionnaires, 56 à l'époque, je m'excuserai l'expression, mais il faut quand même en avoir où je pense pour éditer le livre. Et ce que n'ont pas fait les grandes maisons d'édition parisiennes, IS Édition l'a fait. Donc, et IS Édition m'a renouvelé sa confiance après en 2017, quand j'ai publié le tome 2 de 56, Mensonges et crimes d'État. Et après, c'est noué, si vous voulez, j'ai publié plusieurs livres avec lui et on a un relationnel qui s'est très bien développé parce que c'est une petite maison d'édition, mais performante en ce sens que tous les acteurs qui interviennent, que ce soit la maquettiste, la relectrice, etc., sont des gens très pointus dans leur domaine, très réactifs. Hein, quand je vois les maisons d'édition parisiennes, il faut 3-4 mois pour avoir une réponse. Alors après, quand vous amenez en plus un sujet comme ça, vous dérangez du monde. Parce qu'évidemment, quand vous êtes journaliste d'investigation indépendant, vous avez une liberté d'enquête que n'ont pas les journalistes qui se trouvent en pied dans des radios, des chaînes de télévision ou dans des médias. Vous voyez, même Marianne avait commencé un moment sur la Covid-19 à publier une enquête il y a 15 jours, 3 semaines, à soulever, à poser des questions de manière très intéressante. Puis là, pouf, plus rien. L'ivermectine ne les intéresse pas, vous voyez, par exemple. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, donc avec IS Édition, c'est les liens qui se tissent entre l'auteur et l'éditeur. Je veux dire, c'est pas seulement l'auteur n'est pas seulement quelqu'un qui vient remettre un manuscrit en disant voilà, j'ai fait ça, vous publiez pas, et puis ça y est, c'est fini, quoi. Il y a vraiment une coopération entre l'auteur avec les différentes personnes. La grande famille, je dirais, qui fait que IS Édition s'est développé et sont des relations de confiance. Donc, vous aviez raison de souligner effectivement l'intérêt de cette maison d'édition qui publie de plus en plus de livres, d'enquêtes, du reste, dont la prochaine, où je retrouverai Claude Janvier pour Covid-19, l'essentiel en 40 questions. Ok, mais on se réjouit. Est-ce que tu as encore des questions? Parce que là, ça fait déjà 2 heures. 2 heures, oui. Vous avez passé à une vitesse, 2 heures. Ouais, j'ai une petite question, tout simple. Jean-Loup, comment tu trouves ma nouvelle binôme? Ah, j'aimerais bien être à ta place pour poser des questions. Tu es génial. Enfin, je suis amateur. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Elle est charmante. Elle est charmante et elle prépare bien son travail. Ah oui, ça je te confirme. Ouais, j'ai vu les questions. Ah, oui. C'est vrai, elle est charmante et elle est agréable. Et je me réjouis de travailler avec elle. On va faire des trucs extraordinaires tous les deux. Tout ça pour Agora TV et pour nos agoraciens et nos agoraciennes, que je remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te remercie, Jean-Loup, aussi de cette interview énormément. C'est moi qui vous remercie pour cette prise de parole et pour m'avoir permis, j'espère, d'apporter un peu d'air frais dans un débat qui manque en France. Oui, clairement. C'est clair, c'est tout à fait clair. Ouais. Donc voilà, je remercie vraiment toutes les personnes. Oui, vas-y, je t'écoute. Vous êtes de l'autre côté de la frontière, vous. C'est un peu pareil. Partout, c'est un peu pareil aussi. On est un peu partout. On est de retour, Agora TV de retour. Agora, Agora 2, Agora 3, Agora 4, Agora 5, Agora 6. Enfin bon, on s'arrête là. What a Beautiful World, qui était de retour aussi. Venez nous rejoindre, invitez vos amis à nous rejoindre, évidemment. Abonnez-vous, nos chers agoraciens et agoraciennes. Alors, n'hésitez pas à nous soutenir, à faire un petit tour sur notre Tipeee, nous laisser une petite pièce d'€1 ou d'1 franc, comme ce que vous voulez, ce que vous pouvez, bien évidemment. Vraiment, ça nous aide à pouvoir payer le loyer parce que voilà, on a un loyer à payer pour payer notre matériel, nos déplacements. Un petit clin d'œil à mon ami Blaise que j'ai vu la semaine dernière. Je t'avais promis, je te ferai un petit coucou. Voilà, Blaise, c'est fait. Petit coucou à mon ami Ambroise. Tu as un petit coucou à faire à tout le monde. Tous ceux qui regardent, en fait. Je te remercie encore une fois, Jean-Loup. C'est moi qui vous remercie. Et je vous donne rendez-vous à la sortie du livre. Ah oui, mais avec plaisir. Avec plaisir. Vraiment plaisir. J'ai hâte, c'est vraiment hâte. Avec impatience. Vous l'aurez. Voilà. Vous l'aurez en priorité.
Voilà, c'était Rafi en avant-première et Maïté pour Agora TV. On vous remercie, on vous fait des gros bisous. Merci et à beaucoup. bientôt. Merci Agora TV. Bonne soirée.